Quel succès! Ça fait plaisir de vous voir. Vous savez, la télé, c'est super, mais c'est un peu frustrant. Parce que finalement, je m'adresse qu'à des caméras, et là, je vois en fait, en vrai, les gens. Je les vois mal d'ailleurs. Vous voulez pas vous allumer un peu la lumière là, de la salle s'il y a quelqu'un? Je ne les avais pas prévenus, donc je ne suis pas sûr que ça va se faire. Mais ça fait. Ah, bah voilà, regarde ça! Oh là là! Puis il y en a en haut sur les balcons. C'est incroyable! Vous êtes tous de Besançon, je ne savais même pas que c'était aussi grand en néant. Oui, on peut rigoler un petit peu quand même, non? Tout à l'heure, avec mes orateurs que vous verrez, on m'a dit, vous savez, les francs-comtois, je vous assure, hein, c'est vrai, hein, c'est eux qui l'ont dit, les francs-comtois, ils sont pas faciles. C'est pas moi, je vous assure. Il y en a qui regardent le magazine de la santé ici? Et vous n'avez pas tous la télé ou quoi? Je vais recommencer pour que la soirée se passe bien. Est-ce qu'il y en a qui regardent le magazine de la santé? Eh ben voilà, c'est pas compliqué cette émission que je présente avec Marina 42. Alors, pardon. J'ai tendance parfois à confondre. Non, je vous en prie. Vous savez qu'elles ont des trucs en commun, Adriana et Marina. Le cerveau. C'est vrai qu'Adriana, elle a un truc. Ouais, mais point de vue cérébral, les deux sont costauds. Hein. Je vais vous dire, Marina, c'est une bête de travail. C'est-à-dire que sans elle, il n'y aurait pas de magazine de la santé. Je le reconnais, je le dis tous les jours. Ça fait 20 ans que je lui dis, pour pas qu'elle s'en aille. Et je vous assure qu'elle bosse comme une malade. Et Adriana, elle. Tiens, il y en a qui ont regardé l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain il y a 15 jours. Alors pour ceux qui auraient loupé cette émission, je ne vais pas être très nombreux parce qu'on a fait un carton. C'était une émission consacrée au cerveau. Et avec Adriana, il y avait une séquence dans laquelle on passait un test de QI. Vous vous souvenez de cette séquence? Voilà. Je vous avoue qu'avant de la tourner, cette séquence, j'étais un peu inquiet. Pour Adriana. Je me suis dit, si cette histoire de blonde est vraie, ça peut créer un malaise. On a passé 2 heures à faire ces tests. Alors, on ne vous a pas laissé 2 heures parce que ça aurait été un peu pénible, mais on a passé 2 heures à faire ces tests. Et j'ai été au début soulagé, après énervé, parce que je vous rappelle pour ceux qui l'ont vu, et je vous l'annonce pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette émission, que bien que très brillant, en tout cas c'est ce que la psychologue a dit de moi, Adriana était à la limite de la précocité. Alors c'est vrai, quand vous dites à un mec que vous êtes précoce, c'est pas forcément un compliment. Mais Adriana, qui était un petit peu handicapée par ses émotions, a un QI supérieur au mien. Je vous dis ça pour vous dire ce qu'il y a de commun entre Marina et Adriana, et c'est un vrai plaisir de travailler avec elles deux. Elles sont vraiment top. Et elles ont une autre chose en commun, c'est le cœur. Elles sont toutes les deux extraordinairement, fabuleusement... elles ont un cœur énorme, elles sont toutes les deux, enfin énorme, un cœur super sympa. Et vous avez vu la transition professionnelle là, par rapport au sujet de ce soir, c'est un truc, c'est un métier. Alors, je voudrais juste vous dire un petit mot quand même par rapport à cette soirée, parce qu'on est ici à Besançon. C'est la 22e étape de notre Tour de France. On a voulu le rôder avant de venir chez vous. C'est comme quand on fait un spectacle en province avant de le faire à Paris. On s'est dit à Besançon, il faut vraiment que ce soit hyper réglé. Donc on l'a fait avant de venir chez vous. Je le dis à chaque étape et ça marche bien. Et donc, le but de ces conférences, c'est bien sûr de venir à votre contact, de venir vous parler de santé de façon... sympa, ludique, décontracté comme on essaye de le faire à la télé tous les jours dans le magazine de la santé, d'essayer de vous faire passer des messages qui ne vont pas vous demander de révolutionner votre vie parce que sinon vous ne le ferez pas, et pour vous montrer que finalement si on se prend un petit peu en main, on va parler du cœur et des artères ce soir et des vaisseaux, mais si on se prend un petit peu en main, on peut espérer qu'en vieillissant, eh bien, non seulement on gagne des années d'espérance de vie, mais on les gagne en bonne santé. Et ce Tour de France des conférences,
qui, comme ce soir, moi je suis sidéré parce que à chaque fois qu'on a fait une conférence, c'était comme ce soir, c'était plein. J'espère qu'on n'a pas refusé trop de monde ce soir. Dans chaque ville, on refuse des centaines de personnes. Ce qui prouve qu'on a eu raison de lancer ce Tour de France pour vous informer sur votre santé. Alors, ce Tour de France et ces villes-étapes ne peuvent se faire que grâce à nos partenaires. Et notre partenaire, c'est à chaque fois la municipalité, c'est la mairie. Et à chaque fois, je demande à quelqu'un de la ville, et en général, c'est le maire, parce qu'un maire, même quand on n'est pas à la période d'élection municipale, il aime bien quand il y a du monde. Hein? Eh bien, votre maire, il est là. Il va venir nous rejoindre. Monsieur Jean-Louis Fousseret, qui est maire et président du Grand Besançon, qui nous accueille ce soir. Alors, j'ai parlé... Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur le micro. Michel, je m'attends au pire. Non, pas du tout, pas du tout. On a parlé un petit peu dans la loge tout à l'heure. J'ai demandé à monsieur le maire si l'activité physique lui disait quelque chose. Et j'ai répondu. Et il m'a répondu, absolument. Il m'a répondu, vélo. Je monte l'escalier, je prends pas l'ascenseur. C'est bien. Je marche un peu, puis après ça s'arrête là. Mais bon, j'ai un vrai métier. Moi, ça se voit pas, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. J'ai un vrai métier, moi. Hein. Non, oui, c'est ça. Moi, je suis bibliothécaire, c'est ça. En tout cas, merci de nous accueillir. En tout cas, je voulais... On parle de santé. Alors, Besançon, c'est une ville santé. On m'a dit que vous m'interrogiez là-dessus, pas un mot. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, Besançon, c'est une ville santé, non? Il va tout foutre, là. Oui, c'est une ville santé, mais on a quelque chose d'extraordinaire ici. On a des abeilles. Et on mesure la qualité de l'environnement ici avec des abeilles. Parce que ces petites bêtes, qui piquent quelquefois, quand elles volent, qu'elles reviennent, de leurs petites pattes crochues, elles ont du pollen. Et on analyse le pollen, et avec le pollen, on regarde la qualité de l'environnement. Donc, il y a donc des ruches municipales, avec des petites abeilles qui bossent, elles bossent, et on fait du miel. C'est du miel byzantin. Du miel byzantin. Moi, voilà. Je croyais qu'il y avait que la saucisse de Morteau ici. Et donc, non, mais c'est sérieux, ça. Non, mais vous savez quoi, dès que je sors d'ici... J'en ai amené d'autres, j'ai une petite réserve, parce que le pot est petit, hein, mais... Oui, j'allais dire, c'est un peu chiche. Oui. Ah, il y a tout un sac, c'est super, merci madame. Le sac. Je suis en train, ça va être formidable. Bon, en tout cas, merci Michel Simès d'être venu ici, je crois que le succès, effectivement, est là. La prochaine fois, on pourra parler des sports, hein, on met 4000 personnes. Ouais. Et puis merci aussi à la Mutuelle Générale qui nous permet d'avoir cette grande et belle soirée à Besançon. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis... On vous écoute avec attention et j'enregistre tout. Mais prenez des notes. Merci, monsieur le maire. Alors, ces conférences, vous avez dû le remarquer, si ce n'est pas le cas, vous me le dites, si on vous a fait payer un ticket pour rentrer, parce que normalement c'est gratuit. Mais pour qu'on puisse organiser tout ça, il nous faut des partenaires. La municipalité a beaucoup fait, et vous avez vu une campagne de promotion extraordinaire pour vous annoncer cette conférence, mais il y a aussi notre partenaire principal, la Mutuelle Générale, qui nous accompagne depuis le début. Elle est avec nous depuis le début de ce Tour de France, et je vais demander à Roger Verneau-Desroches, qui est président de l'agence Mutuelle Générale à Besançon, de bien vouloir nous dire un petit mot de bienvenue. Merci à la Mutuelle Générale de nous accompagner. Il faut dire que je suis fortement impressionné par la personne, hein, parce que j'ai peur de me faire mettre en boîte. Non mais là, je sens que je suis bien parti. Hein. Bah, je te provoque un peu, mais... Pour l'instant, vous n'avez rien dit, mais oui. Je suis à l'affût. Hein. Mais bon, ouais. Non, mais voilà. Donc, je me mets assez loin pour... Mais ça ne changera rien, j'entends quand même. Hein. Non, mais j'ai vu que monsieur le maire... Bon, enfin... Ah, je vais vous dire, c'est un papier, ça? Oui, c'est un papier. Mais vous avez vu comment il est français, vous n'avez jamais pouvoir le lire. C'est pas celui-là. Ça, c'est une facture, c'est pas ça. Je le range. Voilà. Faites-le de tête. Simplement, je vous remercie, monsieur Michel Simès, de me donner la parole en cet instant. Et donc, je voulais dire que bonsoir à toutes et à tous aussi. Vous voyez, je démarre mal, je suis un peu... C'est normal, c'est normal, c'est la bonsoir première. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci, vous inquiétez pas, il n'y a que 1000 personnes. Et merci détendus. De votre présence ici ce soir. Hein. C'est très bien. Et donc, je remercie Michel, puisque je reprends mon texte, pour le remercier, disons, de
de me permettre, disons, d'intervenir sur scène. Et je voudrais dire effectivement que la Mutuelle Générale, depuis maintenant 2012, vous accompagne effectivement dans ces conférences santé. Et c'est vrai qu'aussi, n'oublions pas quand même que la Mutuelle Générale invite également ses adhérents à ces conférences. Et ce soir, ils sont près de 300 présents ici. Et donc, là aussi, tout ce qu'on conduit avec vous, avec le Club Santé, eh bien, c'est pour le service de nos adhérents, mais du grand public également. Voilà ce que je voulais dire. J'avais fait une petite trame, mais finalement, je préfère dire les choses simplement, sans finalement m'en remettre Au texte. au texte. Mais Voilà. c'est bien. Je crois que c'est plus facile. Je crois qu'on est toujours meilleur dans Voilà, alors, l'improvisation. je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et puis, à bientôt. Merci. Merci à vous. Je reprends le micro. Je voudrais remercier également nos partenaires médias, France Bleu, qui a relayé aussi cette information, l'Est républicain, qui a beaucoup fait aussi pour vous annoncer cette conférence. J'étais même, je crois, aujourd'hui à la une de l'Est républicain, ça me gêne beaucoup. Je ne suis pas crédible quand je dis des conneries comme ça, c'est terrible. Notre partenaire Alain Afflelou, qui nous accompagne aussi depuis un certain nombre de conférences. Je sais que ces représentants d'Alain Afflelou sont ici ce soir. Et puis, il y a aussi Télé Loisirs. Alors, on va donc parler du cœur ce soir. Alors, ce qui est terrible avec cet organe, si on devait vous poser la question, quels sont les deux organes principaux qui peuvent vous inquiéter, on citerait le cerveau probablement, parce qu'on a toujours peur de vieillir en perdant son autonomie, et puis il y a toujours cette angoisse de la maladie d'Alzheimer, et puis le cœur. Alors le problème, c'est que le cœur, vous commencez à vous y intéresser quand il ne va pas bien. C'est-à-dire que le cœur, c'est les vaisseaux, c'est quand on commence à avoir une angine de poitrine, quand on commence à avoir un infarctus, quand on commence à avoir un accident vasculaire cérébral, de l'hypertension, mais avant, on a l'impression qu'on se dit, bon, le cœur est là, il bat, tant qu'il bat, il n'y a pas de problème, et puis je verrai bien le jour où. Alors le problème, c'est que le jour où, vous voyez derrière moi les statistiques, 180 000 décès par an en France, c'est la première cause de mortalité chez les femmes et les plus de 65 ans, 60 000 décès à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Tous ces gens qui ont fait des accidents cardiaques ou cardiovasculaires n'avaient pas forcément des problèmes juste avant. On peut avoir un accident cardiaque brutalement alors que tout allait bien jusque-là. Et le problème, il est là, c'est qu'il faudrait peut-être qu'un jour, on se décide dans notre pays, et ça c'est le cas de chacun à l'échelle individuelle, c'est le cas aussi des médecins, c'est l'importance du discours de santé publique. Il faudrait peut-être qu'on s'occupe des choses avant que ça aille pas bien. C'est ce qu'on appelle la prévention. Alors, il y a une expression que vous connaissez qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Aujourd'hui, tous les chiffres, toutes les études montrent qu'en faisant un minimum d'efforts, qu'en faisant un tout petit peu modifiant un tout petit peu son hygiène de vie, et on va en parler ce soir, on peut gagner, je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement des années en plus, mais surtout des années en bonne santé et éviter tous les problèmes. Donc voilà, c'est un peu idiot de se dire qu'on laisse tout traîner et puis qu'on verra bien le jour où ça ne va pas. Alors on va faire un petit peu de... Je vais vous apprendre des trucs ce soir, parce que j'aime bien, c'est toujours bien quand on rentre chez soi et puis qu'on a des trucs qu'on peut raconter le lendemain au café ou à un dîner. Vous allez voir que ce n'est pas nouveau, les troubles cardiovasculaires. Vous allez voir comment on dessinait le cœur au XVe siècle. Alors, bon, si vous regardez le magazine de la santé, vous savez à peu près comment c'est fait. Un cœur, on va le voir tout à l'heure, c'est pas du tout comme ça. Ça, c'est un truc, ça ressemble plus à un clistère ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est pas vraiment comme ça. Alors, on a même découvert des momies égyptiennes vieilles de 4000 ans qui souffraient d'athérosclérose. On en parlera aussi tout à l'heure. C'est cette obstruction des artères. On avait un médecin arabe en 1900, qui était au XIIIe siècle, qui a été le premier scientifique à émettre l'hypothèse de la circulation sanguine. Parce que figurez-vous qu'avant, ce monsieur, les Grecs de l'Antiquité, les Égyptiens ou les Romains, ils croyaient que le cœur était le siège de l'intelligence. Ça, pendant longtemps, on a pensé ça, ou la source des émotions. On pensait, vous le savez peut-être, que l'âme siégeait dans le cœur, parce que finalement, on n'avait jamais
disséquer d'animal vivant. Donc, toutes les dissections qui se faisaient, c'était sur des animaux morts. Pour certains qui bravaient l'interdit, c'était sur des cadavres. Mais qu'est-ce qui se passe sur un cadavre? Le sang ne circule plus puisque le cœur est arrêté. Donc, les vaisseaux sont quasiment vides. Donc, on se disait que dans les vaisseaux, il y avait de l'air. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et après, il y a un monsieur qui s'appelle Harvey qui a eu l'intelligence au XVIIe siècle de comprendre, en appuyant simplement sur une veine, que le sang, il faisait un circuit qui avait probablement un aller-retour et que le sang n'allait pas comme on pensait pendant longtemps. Et on pensait que le sang circulait, qu'il allait au bout, puis qu'il s'évaporait. C'est un peu comme la sueur. Voilà, on ne sait pas où il était fabriqué, mais enfin, il se barrait. Voilà. Et donc, Harvey, il a compris que le sang remontait. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas vivre sans cœur. Ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y en a qui arrivent à vivre sans cœur. Les méduses n'ont pas de cœur, surtout quand elles nous piquent. Les sangsues, il y a un mollusque marin aussi qui n'a pas de cœur et qui n'a pas de circulation sanguine. Et alors, il y a un animal qui a 3 cœurs. Vous savez qui? La pieuvre. La pieuvre a 3 cœurs. Elle a plein de bras et elle a 3 cœurs. Alors, on va aussi vous donner quelques petits chiffres pour bien comprendre ce qu'est le cœur. Regardez, un cœur, c'est à peu près comme ça. Hein. C'est un peu plus gros que mon poing. Souvent, on a l'impression qu'on n'en a jamais vu, que c'est énorme. Et en fait, c'est un peu plus gros que ça. Vous allez voir aussi qu'il pèse à peu près 300 grammes, que c'est un muscle qui grossit. Et puis, vous voyez le nombre de battements vous voyez le nombre de battements au cours d'une vie de 80 ans. 3 milliards de fois. Vous vous rendez compte? Et puis là, en dessous, vous avez le nombre de pulsations par minute. Mais 3 milliards de fois. Rien que de connaître ce chiffre vous montre qu'il faudrait peut-être y faire un petit peu attention parce que si vous le comparez, comme on le fait souvent, à un moteur de voiture, vous comprenez bien que si on ne fait pas attention à sa voiture, c'est comme si on la faisait rouler 3 millions de kilomètres sans jamais y faire attention. Alors, on va continuer, vous allez voir dans quelques instants, avec d'autres chiffres, mais je voudrais d'abord faire monter nos invités, nos orateurs, nos spécialistes, parce que là aussi, c'est une spécificité de ce Tour de France. Je ne voulais pas, quand on a imaginé ces conférences, je ne voulais pas faire descendre la bonne parole de Paris. Parce que d'abord, il n'y a pas une bonne parole à Paris. Il y a des gens compétents partout, qu'on a tendance à toujours mettre en avant les Parisiens, et que l'expertise, il y en a partout, et il y en a à Besançon, et il y a des spécialistes, et il y a des gens parfaitement compétents dans toutes les villes dans lesquelles on va, et ça, c'était indispensable pour nous. Ce soir, nous avons donc des bisontins. Le professeur François Schill, chef du service de cardiologie au CHU de Besançon, que je vous demande d'applaudir. Le professeur Simon Rinkenbach, qui est chef du service de médecine vasculaire au CHU. Et le docteur François Tournier, médecin généraliste. Voilà, ils sont à mes côtés. Mettez-vous comme vous voulez. En général, on laisse la dame au milieu, mais comme vous le constatez, ça ne va pas être possible. Voilà, alors... on va continuer juste un peu avec quelques chiffres que vous pouvez commenter si ça vous dit. Il pompait, comme disaient les Shadocks. Regardez ce que le cœur pompe. L'équivalent de 48 baignoires de sang par jour. Je ne vous donne pas le nombre de litres, de machin, juste des chiffres qui marquent un petit peu quand même. 250 millions de litres au cours d'une vie et 5 litres de sang par minute, ce qui est à peu près la quantité de sang que l'on a dans l'organisme. Professeur Schill, quand on voit ces chiffres physiologiques, ces chiffres de ce que le cœur fournit comme effort durant toute une vie, on comprend peut-être un peu mieux la difficulté qu'il y a à en créer un d'artificiel qui soit efficace. Les chiffres, là, franchement, ça ne me dit pas grand-chose. Le nombre de baignoires par jour, je ne sais pas qui avait pensé dans la salle à faire cette conversion-là, mais ça m'a un peu surpris, effectivement. Alors, j'accepte les 48 baignoires. C'est une unité de mesure que je ne connaissais pas. Non, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on apprend à la fac. Ouais. Je trouve que c'est très si vous commencez la conférence en mettant en doute non, je ne mets pas en doute. Je trouve que c'est une unité de mesure qui est pas mal.
D'accord. Et je pense Donc, vous trouvez ça bien, qu'effectivement, plutôt. bah voilà, je vais faire le plein de ma voiture en une baignoire et enfin, on va adopter ça. Je pense que c'est. Mais c'est- dites ça à vos patients, vous allez voir. Euh, bon, alors. C'est Ouais, la le question- cœur artificiel, difficile à Combien de mettre au baignoires point. il fera? Non, Ben, non, je mais- pense autant. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est effectivement difficile, mais on y arrive. Donc, quand vous reviendrez, je pense qu'il sera peut-être au point. Bah là, il était déjà, il a été greffé. Non, mais c'est quand on voit le nombre de pulsations par minute que dans une vie, on se dit, mais aucun moteur, on parlait des moteurs de voiture tout à l'heure, mais aucun moteur créé par l'homme ne peut tenir aussi longtemps, quoi. Si vous voulez dire par là que le cœur est bien fait, oui, il est bien fait. C'est un bel organe. C'est exactement ce que je voulais dire. Je vous remercie. J'aime bien, je vous assure, quand vous faites une conférence, si vous avez des gens béni oui qui vous disent ah, c'est formidable ce que vous faites, ah oui, vous avez raison, j'aime bien quand il y a des personnalités. Ça va être sympa, professeur Schill, ça va être sympa. Ah, il m'a déjà charrié dans la loge, donc j'ai senti que j'avais un bon client là. Voilà. On va voir avec les deux autres dans quelques instants. Alors, nous avons aussi la circulation, parce que si vous voulez, le cœur tout seul, ça n'a pas grand intérêt. Hein, il faut que le sang circule. J'espère qu'il n'y a pas d'autres comparaisons ou analogies avec les baignoires. Vous voyez que, je suis désolé, on a mis un chiffre un petit peu, c'est peut-être grivois, mais 100 000 km, c'est pas de vaisseau. Je reprends la parole. 100 000 km, c'est bien, mais est-ce que vous pensez que le sang va d'une main à l'autre? Pourquoi pas? Non, ça c'est con. Non, là, je suis d'accord, là. Là, je suis d'accord. De la cuisse au pied, ah, ça c'est logique, ça. Hein? Oui, allez-y, prenez les miens. Du même côté. Oui, ça, on imagine qu'il faut un peu plus de temps s'il doit passer de l'autre côté, oui. Surtout, il doit passer par le sol pour aller rejoindre l'autre pied et tout, c'est un peu compliqué. 20 secondes pour que le sang fasse le tour complet du réseau. Vous qui êtes spécialiste de médecine vasculaire, si vous pouvez dire un truc sympa qui me Moi, met je suis un peu d'accord à l'aise. avec tout. Vous êtes d'accord avec Je suis tout? d'accord Très avec bien, tout. je vous passerai la parole donc un peu plus souvent que le professeur Schill. Voilà. Bien, on va vous passer une petite vidéo là pour voir un peu comment ça se passe la circulation pour que vous compreniez bien. Deux types de vaisseaux transportent le sang. Les artères en rouge partent du cœur et apportent un sang riche en oxygène au reste du corps. Voici l'aorte, puis les artères fémorales. Les veines vont apparaître en bleu, elles rapportent au cœur le sang pauvre en oxygène et chargé des toxines produites par les organes. Voici la veine cave inférieure. On retrouve l'aorte, elle donne naissance aux carotides qui vont vers le cerveau et les veines jugulaires en repartent. Les artères deviennent de plus en plus petites, elles forment les capillaires qui déposent l'oxygène au tissu, puis le sang repart dans les vénules et les veines. Alors, 100 000 km, bon, même si c'est un chiffre comme ça, 100 000 km de vaisseau, professeur Hinkenbach, c'est quand même énorme. On se dit qu'il y aurait quelque part dans la ville 100 000 km de tuyaux. Il y aurait peu de chances pour qu'on n'ait pas au moins un problème de joint, de fuite, de machin. Finalement, on a très peu de soucis avec autant de kilomètres de vaisseau. Oui, je crois que c'est parce que vous le considérez comme quelque chose de passif, comme quelque chose qui ne vit pas, alors qu'en fait c'est un véritable organe. Les artères et les veines correspondent à un organe en entier qui se répare en soi-même. Donc tout le temps, chaque seconde, il y a des micro-brèches, des petites anomalies qui sont réparées par les éléments figurés du sang et qui se reconstruisent, ce qui en fait sa qualité et sa durée de vie. Et est-ce qu'on sait pourquoi parfois ça ne se répare pas tout seul? Alors il y a beaucoup d'explications, il y a en fait beaucoup de théories qui sont faites au fur et à mesure, en fait en fonction des modes aussi, parce que la médecine aussi, comme vous le savez, a ses modes. Là maintenant, il y a des mécanismes inflammatoires qui sont surtout évoqués, les problèmes de sédentarité, les problèmes d'alimentation et autres, qui font qu'au bout d'un moment, ça dysfonctionne et cette dysfonction s'accumule pour aboutir à créer des problèmes. Et on va voir tout à l'heure un peu tout ce qui peut se passer à l'intérieur des vaisseaux. Alors dans le cœur, pour être complet, il y a aussi d'autres éléments. Est-ce que vous savez, d'après vous, le bruit du cœur qu'on entend, que le médecin écoute avec le stéthoscope, c'est dû à quoi? À la contraction du muscle, c'est quoi? Si vous répondez tous en même temps. Non, on pense en général que
à chaque fois que le cœur se contracte, on entend le bruit du muscle qui se contracte, qui s'ouvre et qui se contracte. Eh bien, pas du tout. Le bruit que le médecin entend, ce sont les valves cardiaques, parce qu'on a des petits clapets qui sont à l'intérieur du corps, du cœur. Regarde. Le cœur est schématiquement composé de deux parties. Le cœur gauche en rouge qui envoie du sang riche en oxygène au corps et le cœur droit en bleu qui récupère le sang pauvre en oxygène. Chaque partie est divisée en deux cavités, l'oreillette et le ventricule, qui sont séparés par une valve. Prenons le cœur gauche. Le sang rentre dans l'oreillette, passe dans le ventricule par la valve mitrale, puis traverse la valve aortique qui sépare le ventricule gauche de l'aorte. Les valves empêchent ainsi le sang de refluer dans le mauvais sens. La partie droite du cœur fonctionne de la même manière avec deux autres valves. Voilà, ça ce sont les petites valves donc, qui peuvent aussi être responsables de pathologies. Ce soir, on va essayer de parler des maladies que l'on peut essayer d'éviter, que l'on peut essayer de prévenir. Les troubles du rythme, c'est un petit peu plus difficile, quand le cœur s'emballe un petit peu. Les troubles de la conduction, parce qu'il y a bien sûr des filets qui permettent, des filets électriques, des nerfs qui permettent de conduire l'influx nerveux pour que le cœur se contracte de façon concordante entre le ventricule et l'oreillette. Et puis, il y a ces problèmes de valves qui sont un petit peu plus compliqués à prévenir. Donc là, on va commencer par l'insuffisance coronarienne, qui est quand même, on le disait tout à l'heure, hein, le plus grand fléau, première cause de mortalité dans le monde. Juste un mot sur ces coronaires, vous nous faites un petit peu d'anatomie? Les coronaires, c'est les premières branches collatérales qui sortent du cœur. Donc, à la limite, premier arrivé, premier servi. Et donc le cœur se serre tout de suite, et effectivement, à cet endroit-là, il a le maximum de pression, c'est là où le sang n'a pas pu être, disons, freiné par d'autres maladies sur l'aorte. Et ces coronaires, malheureusement, elles sont mécaniquement extrêmement sollicitées, puisque le cœur se contracte tout le temps, et elles doivent suivre le trajet du cœur. Vous avez un dessin qui est très bien fait, qui vous montre qu'en fait, les coronaires, elles sont à l'extérieur du cœur, tout leur nom, c'est une couronne. Elles sont sur le tapis jaune, là, vous voyez, voilà, c'est ce qui est en sur le rouge. tapis jaune. Et donc, ces pauvres artères, eh bien, elles sont tout le temps en contrainte mécanique. Et ça va expliquer qu'effectivement, elles sont atteintes assez précocement d'une maladie dont on va parler, qui est l'athérosclérose, et qui va être responsable de ces infarctus et de ces décès subis. Donc, effectivement, ce sont des artères qui sont très bien placées, privilégiées, effectivement, mais qui, du fait de leur situation, vont souffrir énormément. Alors, l'athérosclérose, vous l'avez cité, on va en parler. Vous allez voir ce que c'est sur une coupe d'artère. Regardez en haut cette artère qui est normale, hein, et en bas, vous voyez une artère dont le calibre est réduit par ces plaques d'athérosclérose que vous allez mieux comprendre peut-être sur une coupe. Donc là, on a coupé les artères. En haut, l'artère est normale. Vous voyez que les globules rouges représentés par cette petite pastille circulent correctement. En bas, au milieu, il commence à y avoir une petite plaque d'athérome qui se forme à partir du mauvais cholestérol. Et puis, en bas, le schéma, c'est qu'il y a une petite fissure qui se forme sur cette plaque d'athérome. Les globules rouges vont s'accumuler, former un caillot en plus. Et là, bien évidemment, le sang ne passe plus. C'est le mécanisme de l'infarctus, quelle que soit sa position dans l'organisme. Quand une artère est bouchée, on parle d'infarctus. Ça peut être un infarctus dans les intestins, si c'est une artère digestive, ça peut être l'infarctus dans le cœur ou un infarctus dans le cerveau. Alors, on va parler des facteurs de risque maintenant, où là, je vais vous faire intervenir, parce qu'il y a 8 facteurs de risque importants sur lesquels vous pouvez agir, et c'est là où la prévention a tout son intérêt. On va les passer en revue avec quelques chiffres. Le tabagisme, bien évidemment, même si les campagnes sont aujourd'hui très actives en France, vous voyez que c'est le premier facteur de risque. On augmente de 8 fois l'incidence d'infarctus quand on fume 2 paquets par jour. 80% des victimes d'infarctus de moins de 45 ans sont des fumeurs. Et vous voyez ce qu'on gagne quand on se sèvre et quand on arrête de fumer, avec ce risque d'accident vasculaire cérébral. Monsieur le médecin généraliste, monsieur Tournier, docteur Tournier, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire comprendre à vos patients
que le simple fait d'arrêter le tabac, avec tout ce qu'on propose en plus, la cigarette électronique, les patchs, tout un tas de choses, leur permettrait de gagner un petit peu de vie en plus, ou est-ce que le message a toujours du mal à passer? On arrive facilement à leur dire que le tabac est mauvais pour la santé, leur faire comprendre qu'il faut arrêter, ça c'est un message qui est facilement entendu aussi. Et c'est l'action, le résultat, le passage à l'acte qui devient très compliqué. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à obtenir. Il faut être patient, c'est-à-dire il y a des situations où on pourrait considérer comme étant une prise en charge urgente le sevrage du tabac. Dans d'autres cas, on est moins pressé, donc il faut répéter inlassablement le message. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens non plus parce qu'ils fument. Il faut essayer de leur faire comprendre que d'arrêter de fumer leur permettra d'avoir beaucoup moins de problèmes et de soucis au niveau de leurs artères notamment, mais pas que le cœur et les artères. Est-ce que vous arrivez à aborder la question sans que ce soit le patient qui vous en parle? Si le patient vient vous voir en vous disant « voilà, je fume, docteur, je sais que c'est pas bien, aidez-moi », c'est une chose. Mais est-ce que vous, devant des pathologies, des maladies ou quelque chose qui vous laisse penser que le tabac est délétère pour ce patient, vous arrivez à aborder la question alors qu'il n'est pas venu pour ça et qu'il peut vous dire « écoutez docteur, je ne suis pas venu pour entendre ce genre de discours ». Alors voilà, là on revient dans le contenu d'une consultation. Alors en médecine générale, théoriquement, si on faisait correctement notre travail, on devrait, à chaque patient qui rentre dans le cabinet, lui poser déjà la question de savoir s'il fume ou pas. Je dois reconnaître, je fais pas ma culpe, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul, je ne pose pas systématiquement la question à tout le monde. On va aborder plus facilement le problème et de façon plus automatique, effectivement, quand on est face à un patient qui présente un risque cardiovasculaire, pulmonaire et autres. Mais ça reste toujours très compliqué, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Alors que pour vous, c'est peut-être plus facile finalement, parce que quand vous avez quelqu'un qui vient avec un problème cardiaque, un infarctus, une angine de poitrine, un accident vasculaire cérébral, dont on sait que le tabac est un facteur de risque terrible, peut-être que le discours, on l'entend plus facilement? Bien vu, oui, exactement. Malheureusement, le fait d'avoir une hospitalisation en urgence pour un problème qui soit, en grosso modo, cardiovasculaire, est une opportunité énorme pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, vos schémas sont très bien faits, on en a des équivalents où effectivement on montre que l'effet du tabac est assez spectaculaire sur cette maladie-là. Et il est important effectivement de tout mettre en œuvre en même temps, non seulement le tabac, mais d'autres facteurs de risque dont on va parler, et les traitements, pour stopper une maladie qui ne s'arrêtera pas. Et donc là, c'est vraiment effectivement l'opportunité énorme qu'il ne faut absolument pas rater. Un malade qui arrive en hospitalisation pour un problème aigu, c'est certainement là où il est le plus sensible au discours de sevrage. Alors, deuxième facteur de risque, c'est l'hypercholestérolémie, donc ce mauvais cholestérol. Sur vos analyses, c'est le LDL. Quand on a trop de mauvais cholestérol, 4 fois plus élevé le risque, on est toujours dans l'insuffisance coronarienne, dans les problèmes d'infarctus ou d'angine de poitrine. Ça favorise la formation de plaques sur les parois artérielles, 2,5 millions de morts dans le monde en 2012, selon l'Organisation mondiale de la santé. Professeur Rickenbach, les traitements aujourd'hui, d'abord à partir de quand il faut se traiter finalement quand on a trop de cholestérol? Alors je vais peut-être laisser la place, la parole au professeur Schill pour la cardiologie. Alors, c'est assez compliqué, je veux dire, c'est une question piège. On ne traite pas généralement que le cholestérol, c'est-à-dire qu'on traite le risque cardiovasculaire global. Évidemment, on tient compte du sexe, de l'âge, des autres facteurs de risque, et en fonction de ça, on va regarder le cholestérol. Ça veut dire que quand vous faites une analyse et que bien des patients me disent mon cholestérol, il est bon, il est normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Il a une certaine valeur qu'on peut tolérer quand on n'a aucun autre facteur de risque. Et si on a beaucoup de facteurs de risque, si on est diabétique ou si on a déjà fait un pépin, à ce moment-là,
les normes, enfin les chiffres qu'on peut recommander sont beaucoup, beaucoup plus bas. Ce qui veut dire qu'on a un petit peu un discours difficile lorsque le malade vient avec sa feuille de biologie et nous montre qu'il est en dehors des valeurs normales parce que trop bas. Et souvent, on dit non, il n'est pas trop bas, il est encore trop haut. Donc, c'est vrai que c'est un discours un petit peu difficile. Donc, pour être simple, le niveau de cholestérol, on va l'adapter au niveau du risque cardiovasculaire global. Maintenant, quand on n'a aucun facteur de risque, effectivement, il y a des malades, il y a des patients qui, génétiquement, dans la famille, ont beaucoup, beaucoup de cholestérol. Et là, on est parfois obligé d'intervenir. Mais bon, enfin, ce n'est pas des maladies très rares, hein, mais bon, c'est vrai que ça demande à être vérifié. Et quand on a beaucoup de cholestérol et qu'on a déjà de l'athérome sur les artères, professeur Rickenbach, est-ce qu'on a une chance de voir régresser ces petites plaques? Ou est-ce qu'une fois qu'elles sont installées, le traitement permet d'éviter qu'elles grossissent? Je pense que c'est l'origine du mot statine. Je pense qu'à l'époque, quand ils les ont définis, c'était pour essayer de mettre l'image que en fait, le cholestérol va stabiliser. Il y a certaines études qui ont montré que peut-être ça stabiliserait, mais en général, ça progresse. Les plaques, ouais. Les plaques continuent à progresser malgré les traitements. Simon, tu es pessimiste, là, tu donnes pas un bon message positif. Je suis content qu'il engueule quelqu'un d'autre. Hein, Simon, alors honnêtement, si on fait attention, un minimum d'attention, un minimum de compliance au traitement, comme on dit, c'est-à-dire, OK, on va prendre un traitement et on a un cholestérol très bas, on peut suivre des gens pour plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois, ils n'ont absolument eu aucun nouvel événement. Et donc ça, bon, c'est quand même un message réel, quoi. Il y a des gens qui sont stabilisés sur leur maladie et dont la maladie ne progresse plus. Alors après, comment identifier clairement celui qui progresse ou pas, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. Mais ça, c'est dans votre service, parce que dans le sien, ça... Non, c'est dans le sien aussi. Je vois des malades qu'il a suivis il y a très longtemps et qui sont très stables et qui vont très bien. On a plutôt intérêt à aller chez lui. Hein. Enfin, de la façon dont vous parlez, vous ne faites pas une bonne pub, là. Hein, Il y a des patients de Simon? Non? Il n'y a personne, vous voyez? Il y a des patients de M. Schill? Non plus, ils sont morts. Ok, d'accord. Bon, très bien. Non, mais c'est pipé votre histoire. Moi, j'interviens plus tard, en fait, lorsque la pathologie est beaucoup plus évoluée, donc forcément, il faut que je rattrape le coup. Donc, il a des malades faciles et vous, très, très compliqués. Okay. J'adore les médecins. Enfin, j'oublie que j'en suis parfois. On va passer à un autre facteur de risque, le diabète. Alors, le diabète, je veux juste vous rappeler qu'il y en a deux. Il y a le diabète de type 1. Ça, c'est celui qu'on traite avec, en général, l'insuline. C'est le diabète du jeune, hein, un diabète qui se déclare assez tôt. Et on a le diabète de type 2, qui est le diabète qu'on dit non insulinodépendant, qu'on appelait le diabète gras, qui était le diabète de la personne, qui est toujours le diabète de la personne un peu plus âgée. Alors le premier, bon, c'est compliqué. Le deuxième, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'éviter quand même. Regardez le nombre de diabétiques qu'il y a. Alors, on sait, le diabète, dans l'esprit de tout le monde, c'est trop de sucre. Bon, donc on fait gaffe au sucre. Mais les gens, avant d'avoir un diabète, ne savent pas toujours que le diabète, c'est une des premières causes de problèmes cardiovasculaires. Je crois que c'est la première cause de cécité acquise en France. Oui, le diabétique a peur de deux choses, d'être aveugle et d'aller en dialyse. Et en fait, le diabétique, il ne va pas mourir de ça, il ne va pas être écrasé par une voiture parce qu'il n'a pas vu la voiture. En fait, il va mourir d'occlusion des vaisseaux, que ce soit dans la tête, dans le ventre, rassurant. etc. Non, c'est mieux. Donc, effectivement, la façon dont vous le dites, c'est plutôt... Oui, c'est imagé. Non, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous ferez pas renverser. Vous serez mort avant d'un accident vasculaire cérébral. Non, oui, Monsieur le maire, vous êtes avec moi, c'est rassurant. Vous aurez moins d'accidents dans la ville, mais alors les hôpitaux... Bon, on est là quand même pour dire que le diabète, c'est pas très bon. Alors disons-le. Bon. Ouais. Pour faire simple, on dirait que c'est un peu comme avec le cholestérol. Le sang est devenu toxique pour les artères. C'est-à-dire quand il y a trop de sucre, c'est pas bon pour les parois artérielles. Quand il y a trop de LDL cholestérol, c'est pas bon. En fait, le sucre, comme le LDL cholestérol, sont des molécules dont on a besoin. Simplement, il ne faut pas que ça traîne dans le sang. Et le problème du diabétique, c'est qu'effectivement, il a un taux de sucre qui est beaucoup trop élevé pour les parois artérielles et ça les abîme. Je vais venir un peu au secours de François Schill. C'est vrai que dans le diabète, les gens craignent cécité et insuffisance rénale, donc dialyse. Le diabète reste le premier fournisseur de cécité et de dialyse en France. Et pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement parce que les
cardiologues, les chirurgiens cardiovasculaires, ont permis à ces diabétiques de vivre suffisamment longtemps pour arriver au stade de la cécité et de la dialyse. Donc ils ont été parfaitement soignés par nos cardiologues. Donc les cardiologues rendent les gens aveugles. Ah ouais. Non, je synthétise. On est d'accord que pour laisser évoluer un diabète, il faut vivre suffisamment longtemps. C'est ça, c'est On ce peut que je le dire disais. comme ça. Tiens, d'ailleurs, vous savez, la première cause de perte d'un œil par traumatisme, là on a parlé du diabète, mais par traumatisme, vous savez ce que c'est? Vous allez dire, ouais, je sais pas, un accident, un truc. C'est le bouchon de champagne. Ah oui? Il y avait une bonne réponse dans la salle. Il y avait une bonne réponse, pardon madame, excusez-moi, vous n'avez rien gagné, mais merci. Le bouchon de champagne dans l'œil, dans le tien ou dans celui du voisin plutôt, parce qu'en général on n'est pas assez con pour, même très bourré, pour s'ouvrir la bouteille comme ça, donc on fait comme ça, on va rigoler, et l'œil derrière. Faut faire attention, les fêtes arrivent. Je sais qu'à Besançon, on n'est pas les derniers avec le vin jaune. Bon, cela dit, ça saute pas le vin jaune. Hein. On va parler d'hypertension maintenant. 10 millions de personnes souffriraient d'hypertension. Alors, parmi vous, il y en a plein qui ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Parce que vous ne prenez pas votre tension, vous n'allez pas chez le médecin, vous ne vérifiez pas tout ça. Et puis, vous voyez tout ce que ça peut provoquer. Docteur Tournier, la tension artérielle doit être prise tous les combien et à partir de quel âge? Pour l'âge, je dirais qu'il n'y a pas d'âge en fait. La tension artérielle, c'est quelque chose qui se mesure tout au long de la vie. Effectivement, au fil des années, elle a plus de chances d'apparaître avec des chiffres élevés. Mais on peut avoir aussi des hypertensions chez les sujets jeunes. Après, tous les combien de temps, quelqu'un qui n'a pas de problème médical particulier, on va le voir en général une fois par an dans notre cabinet, donc on va la prendre une fois par an. Et je pense qu'une mesure annuelle de la... Ça, c'est un avis personnel. Je pense qu'une mesure annuelle de la tension artérielle, c'est pas exagéré. Et quand on est hypertendu, vous ne pouvez pas, juste au moment où vous prenez la tension, passer à côté d'une hypertension artérielle. Sauf si elle est fluctuante. Là, on en vient dans les recommandations. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient au cabinet, qui se fait prendre une tension artérielle pour la première fois, ou qu'on n'a pas vu depuis 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, on va lui trouver des chiffres élevés, de l'ordre de 150, 90, 15, 9 pour parler couramment. On ne va pas en conclure qu'il est hypertendu immédiatement, puisque les recommandations, c'est plusieurs mesures. Donc, on va dire, vous revenez dans 15 jours, dans 3 semaines, on va recontrôler tout ça. Et il y a le fameux effet blouse blanche aussi, le simple fait d'être avec le médecin fait monter la tension. La tension prise au cabinet est souvent plus élevée que celle qu'on pourrait prendre chez soi tranquillement à la maison. C'est pour ça qu'actuellement, d'ailleurs, les chiffres qui sont recommandés actuellement pour l'hypertension artérielle ne sont pas les mêmes pour définir une hypertension quand elle est prise au cabinet et quand elle est prise à domicile en mesure ambulatoire. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'on a une tension élevée de façon un peu répétée au cabinet et que c'est une tension, ce qu'on appelle blouse blanche, liée au stress du patient, au cabinet, on prête un appareil, enfin, éventuellement moi j'en prête, on prête un appareil d'automesure et les gens sur des règles bien précises qu'on leur définit vont mesurer leur tension à domicile et nous ramener leurs chiffres. On fera une moyenne et on verra ce qu'ils ont effectivement comme tension artérielle. Ah, il va y avoir des objets connectés aussi avec ça. Là. Les objets connectés, c'est tous les objets qui vont en passant par beaucoup par le smartphone, par vos téléphones, les iPhones ou autres, vont enregistrer vos pas dans la journée, votre sommeil. Enfin, là, on y va tout droit. Hein. Ça va être le cadeau de Noël. Il y a des bracelets, il y a des tensiomètres que vous pouvez acheter qui vont directement envoyer sur votre téléphone votre tension régulièrement, etc. Ça va être une aide pour le médecin ou pas? Certainement. Donc, je vais recevoir l'attention de centaines de malades sur mon téléphone et puis je les rappellerai pour leur dire attention, c'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi je le sens ironique.
suis pas Non, complètement je pense que convaincu. François Tournier a très bien dit, quoi. Je veux dire, il y a Je- effectivement des chiffres qu'il faut vérifier. Après, bon, oui, je veux dire, tout le monde a envie d'être connecté, mais de là à transmettre sa biologie, ses pulsations, sa fréquence, sa tension artérielle à tout bout de champ, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. D'un autre côté, de les mettre soi-même dans un fichier pour voir des tendances, oui, pourquoi pas. Donc l'avenir nous dira si ces possibilités qui existent, hein, vraiment très, très précisément. Donc il y a effectivement des gadgets que vous allez brancher sur vos appareils de téléphone ou sur vos tablettes qui vont vous donner un tas de choses en rapport avec ces constantes. Et c'est vrai que ces constantes du cœur, c'est des constantes que les gens aiment bien, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Ils aiment à la limite mieux ça que leur poids. Et pourtant, le poids, c'est quand même quelque chose d'important, facile à mesurer. on va en Et reparler, bon, voilà, ils aiment Alors, bien. on voit l'hypertension altère les parois des vaisseaux. C'est aussi ce qui peut entraîner ce qu'on appelle les anévrismes, c'est-à-dire des poches, des dilatations de la paroi des vaisseaux, et notamment, alors, les anévrismes dans le cerveau, on est probablement un certain nombre ici à en avoir, et on mourra peut-être de toute autre chose, ou malheureusement d'une rupture d'anévrisme, mais il y a une forme d'anévrisme, c'est-à-dire ces dilatations, ces hernies sur les artères qui touchent la plus grosse artère de l'organisme, l'aorte, et qui passent souvent inaperçues jusqu'au drame. Voilà, tout à fait. Alors on va rester sur la note optimiste, c'est que Ouais. en fait c'est quelque chose qui se dépiste très facilement, soit chez le médecin généraliste à l'examen du ventre, hein, en le palpant. Dans une grande proportion des cas, en fait, on arrive à le déceler lorsqu'il est d'une taille conséquente. Et sinon par une échographie qui peut être faite en ville sans aucun problème, donc un examen complètement indolore. Et à ce moment-là, si ces anévrismes présentent une taille qui justifie une prise en charge, les traitements maintenant se simplifient et on peut faire des choses très très simples. Oui. Alors pour résumer peut-être l'anévrisme, en fait c'est une fragilité particulière de la paroi, c'est donc un autre processus que les mécanismes qui ont été évoqués ici, à savoir l'oblitération des artères. Là il s'agit en fait d'une destruction progressive de la paroi de l'aorte et qui aboutit en fait à effectivement, comme vous disiez, une hernie. En fait, c'est une fragilité avec une dilatation de celle-ci qui peut aboutir jusqu'à la rupture. Et le problème, c'est qu'on ne s'en rend compte que lorsque c'est trop tard. Donc effectivement, l'intérêt d'un dépistage. Alors justement, mais ce dépistage, parce que vous dites que palper le ventre, d'accord, pour essayer de dépister, de diagnostiquer un anévrisme, il faut quand même qu'il soit déjà assez gros, puis que le médecin, il ait un peu l'habitude parce que dans le ventre, on a quand même des intestins, il faut aller le chercher. Hein, l'aorte, elle est derrière les intestins, donc vous voyez qu'il faut avoir une main baladeuse pour rentrer, écarter le côlon, duodénum, machin, arriver à la truc. C'est pas évident, c'est pas un truc qui arrive là et dit ah, il y a un anévrisme. Donc, le plus simple, c'est l'échographie, hein, comme pour les femmes enceintes, on met sur le ventre et puis là, on voit qu'il y a une grosse masse. Qui doit faire ça? Parce que moi, je vois pas beaucoup de gens qui ont une échographie pour aller rechercher un anévrisme de l'aorte. Alors, ce qu'on a constaté, nous, depuis ces dernières années, que c'est de plus en plus, c'est les médecins cardiologues, lorsqu'ils font une échographie cardiaque au niveau du cœur, en fait, en profitent pour faire justement ce qu'ils appellent un geste de dépistage, de débrouillage au niveau de l'aorte abdominale et vérifier s'il existe une dilatation. L'examen est relativement simple et c'est vrai que ça permet de rendre de très grands services aux patients chez qui, en fait, on ne l'a pas rendu compte. Donc, il y a les... ce qui veut dire qu'il faut que tout le monde ait une échographie du cœur, ce qui n'est pas le cas non plus. Ah ben, là, je laisserai François en discuter, mais pour les anévrismes de l'aorte, il faudrait idéalement, à 65 ans, d'avoir fait une échographie abdo. Ouais, c'est clair. Le moment de dépister l'anévrisme, effectivement, est multiple. Alors, il y a, comme l'explique François Tournier, la clinique, on peut palper effectivement, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est pas évident du tout. Et en pratique, chaque fois qu'on dépiste une maladie artérielle chez quelqu'un, que ce soit à l'occasion d'un accident vasculaire cérébral, d'un infarctus ou autre, eh bien, il est de règle de faire un bilan, entre guillemets, anatomique, c'est-à-dire de vérifier par une échographie, qui est quand même, comme l'a dit Simon Ringelbach, extrêmement simple et non invasif, l'état des carotides, de l'aorte, des membres inférieurs. Ça prend pas beaucoup de temps et ça peut quand même aider beaucoup dans le suivi. Docteur Tournier, vous voulez intervenir? Oui, je donnerai la conclusion sur les artères pour dire que quelqu'un qui fait un infarctus ou qui a une carotide bouchée ou une artère bouchée au niveau des jambes,
c'est pas un endroit qui est pris, comme l'a rappelé Simon tout à l'heure, c'est un organe à part entière, le système vasculaire. Donc il faut aller traquer ailleurs que l'endroit aigu qu'on est amené à traiter. Il faut aller traquer les autres situations, les autres sites de la maladie. Donc effectivement, en règle générale, on se lance dans une prospective, dans une recherche par le moyen Doppler échographique, qui est totalement indolore et puis qui permet d'aller voir les carotides, l'aorte abdominale et aussi les artères des membres inférieurs. C'est un bilan complet. C'est gentil de vouloir conclure, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Non, mais vous disiez en conclusion, j'ai encore des trucs. Mais... Vous pouvez passer au sujet suivant. Ah, je peux passer au sujet suivant. Très bien. Ok, merci. Alors, on va passer au... Ils sont sympas. C'est vrai que le franc-comtois est facile. On va passer au stress chronique. Le stress, c'est tout et n'importe quoi. On met tout et n'importe quoi là-dedans. Le stress chronique, c'est quand vraiment ça va pas bien dans tous les sens, moralement, physiquement. Ça peut aller jusqu'au burn-out, c'est-à-dire le syndrome d'épuisement professionnel. En quoi le stress joue sur le cœur et sur les vaisseaux? Alors on a mis longtemps pour admettre le stress, les sociétés savantes ont mis longtemps pour admettre le stress comme étant un facteur de risque à part entière. Les sociétés savantes, ce sont les sociétés de spécialistes. De spécialistes, voilà. C'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Nous sommes dans une société savante, vous voyez, alors que c'est juste le syndicat des cardiologues. Voilà, ouais. Non, c'est ça. Savant. Voilà. Ok. Je continue ou allez-y, je vous en prie. Non, mais vous m'avez attaqué, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Allez-y. Okay. Donc, ok, pour le stress, effectivement, au début, pour qualifier un stress, il fallait être malheureux partout. Ça veut dire, en clair, au chômage, avec un cancer du poumon, et son conjoint vient de partir. Voilà, en gros, il fallait être malheureux sur tous les plans. Tout va bien. Et là, on était d'accord pour dire, ouais, il y a peut-être une petite touche de stress qui va expliquer cet infarctus. Et bon, petit à petit, on dit, voilà, il y a quand même quelque chose qu'on a dû négliger. Il y a un stress... Bon, de plus en plus maintenant, on considère ce point. Le problème, c'est la définition exacte qui reste quand même un petit peu floue. Je pense qu'ici, si on fait un test, les 2/3 ou les 3/4 des gens vont se considérer comme étant stressés. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des niveaux de stress, effectivement. Et pour l'instant, il ne faut pas me demander la définition exacte, je ne l'ai pas. Non. Et l'action sur vos vaisseaux, professeur Rinkenbach, c'est quoi ça fait monter la tension, le stress? Oui, c'est ça en fait. Globalement, le mécanisme, ça provoque des vasospasmes, une hypertension chronique qui donc aboutit aux conséquences classiques de l'hypertension. Ouais. Donc ça veut dire que pour éviter tout ça, on peut demander aux gens de prendre des anxiolytiques, un des traitements du cœur et des vaisseaux, ça pourrait passer par les calmants, pas les pour l'instant. Antidépresseurs. Si on est déprimé, oui, il faut traiter. Après... donner un anxiolytique pour éviter de faire un infarctus, non, ça ne se fait pas. Non. Très bien. On serait douté. L'obésité abdominale, maintenant. Il y a toutes les femmes qui se sont tournées vers leur mec et qui ont fait « Ah !» Ça, c'est... Non. Ouais, c'est pas. Vous connaissez, vous l'avez entendu, le syndrome du boulanger, vous connaissez? La brioche qui tombe sur la baguette? Moi, je trouve ça fin. Vous connaissez ça? Ouais. C'est fin, oui. Donc, l'obésité abdominale augmente de plus de 2 fois le risque d'accident cardiaque. Et ça favorise tout ce que vous voyez en dessous. Alors, je m'adresse aux généralistes, là. Qu'est-ce qu'on appelle l'obésité abdominale? Je ne vous avais pas prévenu. Hein. Non. L'obésité abdominale, c'est... Enfin, je vais me mettre debout pour... Ah oui, vous êtes énorme. Vous êtes... Là, c'est un cas qui dépasse toutes les possibilités thérapeutiques. Hein. On a des volontaires, il y a des gens qui lèvent la main pour venir. Non, monsieur le maire, restez assis.
Oui, l'obésité abdominale, c'est le tour de taille, ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se mesure à ce niveau-là, en étant détendu, sans rentrer le ventre, bien entendu. Et il y a des normes. De toute façon, il y en a, ils ne peuvent même pas le rentrer, le ventre. Enfin, je veux dire, même, avec le moindre effort, il y a une boule derrière, là. Je ne sais plus exactement quels sont les centimètres actuellement, ça doit être 85 chez l'homme, non? Il y a 90 et 102 pour les hommes. Alors, il y a une mesure, effectivement, une technique de mesure. Vaut mieux être tout seul, parce que quand on est avec quelqu'un, on a tendance effectivement à rentrer le ventre et à tricher. C'est au-dessus des crêtes iliaques et en expiration, et bien tranquillement. Ils n'ont pas tous fait médecine. Hein. Les crêtes iliaques... La crête iliaque, c'est... Pour moi, c'est Paul Pogba. Les Pogba. Non, mais en Franche-Comté, on connaît la crête iliaque. Les joueurs de foot. Bon, donc la crête iliaque, c'est là. C'est le haut de la hanche. Ils sont tous en train de se palper, là. Essayez sur le voisin, parce que sur ça, c'est là. C'est juste ici. Attendez. Non, franchement, quelqu'un... Là, juste au-dessus de la ceinture, vous sentez qu'il y a quand même un... C'est ce qu'on appelle les hanches, en fait. Ce qui n'est pas les hanches du tout. Les hanches, elles sont là. Mais c'est là. Donc c'est à ce niveau-là qu'on mesure? À peine plus haut, oui. Un peu plus haut. Voilà. Et on se détend bien, on laisse sortir un peu le ventre. Non, personnellement, je suis hyper détendu. Oui. Eh ben, c'est là qu'on mesure. C'est là qu'on mesure, ici. Voilà. Et le coup près tombe. Moi, je fais 2. Voilà. Et c'est là, et donc combien vous dites le chiffre? Alors 102 pour les hommes, 90 pour les femmes. C'est un peu enfin, il y a des fluctuations en fonction des pays. En gros, je crois que la limite n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la graisse abdominale, c'est pas la graisse au niveau des cuisses ou des fesses, la graisse abdominale a un métabolisme différent, c'est-à-dire qu'elle est brûlée différemment, et cette combustion-là n'est pas bonne pour les vaisseaux. Voilà pourquoi le fait d'avoir un ventre un peu gros, pas énormément, un peu gros, est un facteur de risque, parce qu'effectivement ça favorise le diabète, ça favorise l'hypertension, et lorsque ça se cumule à d'autres facteurs de risque, qui est généralement le cas, eh bien on finit par avoir un risque beaucoup plus important. Et donc ça se voit. L'alcool. Alors, tiens, oui, on va repasser. Juste, Vincent s'occupe de ça. Regardez le surpoids, la tendance. Vous voyez, de 1990. Voilà, ça c'est nous. Pas mal, hein? Ouais. Tous ceux qui se sentent concernés sont donc dans les 41%. On va voir maintenant l'alcool. Voilà. Hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 4 à 6 verres par jour, ce qui est quand même pas non plus énorme. Ça nous est arrivé de boire 4 à 6 verres par jour, non, tous? Jamais. Jamais. Ah, jamais. Parce que, oui, c'est pas assez, vous voulez dire. Non, mais c'est beaucoup, quand c'est tous les jours, hein, bien évidemment. Hein, c'est 4 à 6 verres par jour, tous les jours, pas à Noël. Multiplie par 8 les risques de troubles et arrêts cardiaques pour les femmes. Pourquoi plus chez les femmes? Parce qu'elles ont moins de sang circulant et que finalement l'alcool joue plus? Je pense qu'elles sont plus sensibles. Alors, pour être tout à fait exact, on est presque exact là, mais quand même pour être tout à fait exact, c'est une courbe en U, comme on dit. C'est-à-dire que pas d'alcool du tout, c'est pas forcément très bon. Et on dit que, oui, la mortalité est la plus basse aux alentours de 1 à 2 verres par jour. Après, bien sûr, on augmente. Là, on vous donne l'exemple de 4 à 6, on est franchement plus haut. Donc là encore, je voudrais que vous sortiez avec un message un peu positif. Vous pouvez boire un peu. Honnêtement, 1 à 2 verres par jour, je veux dire, c'est quand même pas excessif. Et est-ce qu'il y a une différence, je sais qu'ici c'est le vin jaune, est-ce qu'il y a des différences entre les régions? Est-ce qu'on a remarqué qu'il y a plus de phénol, qu'il y a plus d'antioxydants, qu'il y a plus de je sais pas quoi, dans des vins de certaines régions ou pas? Je dirais bien que le vin jaune est effectivement à part. Maintenant, si c'est pour qu'il augmente de prix parce que la consommation française a augmenté, non. Non, mais on n'a pas remarqué qu'un vin d'une région... on a parlé longtemps du vin rouge, mais il y a eu des études américaines qui ont dit que finalement, que ce soit vin, bière, rouge, blanc ou alcool fort, ça revient à peu près au même. Oui, je crois que c'était surtout le modèle crétois d'alimentation qui était mis dedans. Oui, ça, on va y revenir. Le dernier facteur de risque, c'est la sédentarité. Alors là, c'est juste... Voilà, sédentarité. 4e facteur de risque de mortalité, affaiblissement du cœur. Alors que la pratique d'une activité physique, je voudrais insister sur le terme activité physique, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique.
En gros, de bouger son cul. Permet de réduire de 25% le risque d'être victime d'une attaque cérébrale, de 34% le risque de diabète, de gagner 1 an et demi à 3 ans et demi d'espérance de vie, juste en bougeant un peu. C'est quand même pas énorme. Alors, monsieur le généraliste, est-ce que là aussi, vous arrivez à faire passer le message? D'ailleurs, est-ce que vous le faites passer? Est-ce que c'est votre rôle? On essaie d'expliquer aux gens qu'effectivement, il vaut mieux quand même se bouger un peu, comme Le vous avez cul. dit. Voilà. Et c'est pas un gros mot. Hein. C'est pas un gros mot, c'est un truc. Je crois que c'est bien d'avoir insisté sur le terme activité physique, parce que moi, quand je parle de se bouger, effectivement, je parle de faire de l'activité physique. Et j'ai même des, enfin, s'il y a des patients dans la salle, je suis même excessif en disant des fois que le sport est mauvais pour la santé, pour différentes raisons. Hein, mais c'est vrai que le sport de haut niveau peut être délétère. Mais si on parle de sport, ça bloque les gens. Quelqu'un qui n'a jamais bougé de sa vie ne fera pas de sport. L'activité physique, si on leur explique que c'est marcher peut-être un peu plus, on est en ville, alors on va dire, vous prenez l'arrêt de bus suivant, enfin les messages traditionnels qu'on voit dans toutes les communications sur l'activité physique, mais ça peut être aussi tout simplement aller marcher 1 ou 2 fois dans la semaine, tout simplement sans but, dans la ville ou dans la campagne, et puis des petits moyens, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Monsieur le maire Monsieur le maire le fait, il nous disait tout à l'heure. Vous prenez les escaliers. Non, c'est vrai, il le fait, il prend les escaliers. Mon cabinet qui est au premier étage, il habite à l'entresol. Avec un ascenseur, j'ai mis une pancarte pour ceux qui ont les jambes qui le permettent, prenez l'escalier. Bon, il y en a souvent ceux qui ont les plus mauvaises jambes prennent les escaliers et les jeunes prennent l'ascenseur. C'est un peu contradictoire. Comment ça agit l'activité physique sur les vaisseaux, sur les artères, sur la paroi, ça nettoie? En fait, l'effet est surtout le développement des artères musculaires. Ces artères musculaires sont soumises en fait à une croissance ou à une non-croissance. Et il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, une grande proportion de la population aura, du fait de l'âge, puisque c'est le premier facteur de risque, je ne sais pas si on en a parlé, de l'athérosclérose, mais du fait de l'âge, des artères qui vont présenter en fait des oblitérations, vous n'avez des pas obstructions. suivi, parce que tout à l'heure, on a montré les artères qui étaient bouchées par l'athérosclérose. Mais... Oui, mais on a parlé de l'âge. Parler? L'âge. Ah, je croyais que vous me demandiez si on avait parlé de l'athérosclérose, comme on est resté une demi-heure. Non, j'étais un peu inquiet. Voilà. Non, j'ai suivi. Je me disais, il fait un accident vasculaire cérébral, un spasme. Et là où je l'âge, non, on n'avait pas parlé. Ouais, là où je voulais en venir, c'est que en fait, on ne le ressent pas forcément parce que ces artères musculaires se sont développées. Pourquoi? Parce que justement, on marche et on a une activité physique régulière. Et c'est quelque chose, moi, dans mon activité de tous les jours, j'essaie de lutter justement contre ça, pour que les patients justement reprennent une marche, simplement une marche normale. D'ailleurs, la société savante dont vous parliez... Elle sait ça. Elle sait ça, oui. Parce que la Fédération française de cardiologie, messieurs, dames, qui est donc la société savante du professeur Schill, met en avant en permanence la nécessité de se bouger. Voilà, alors en complément pour le mécanisme, on dira que de se bouger, ça contribue à lutter contre le surpoids, ça fait baisser le mauvais cholestérol, ça fait baisser un peu la tension, ça permet de mieux réguler son diabète, et donc ça agit aussi par l'intermédiaire des facteurs de risque conventionnels dont on vient de parler. Très bien. C'est savant ça, non? Moi, ça me va. Personnellement, je trouve ça parfait. On va maintenant passer à un autre problème, enfin même si c'est la même chose à l'intérieur des artères, sont les accidents vasculaires cérébraux, parce que c'est une des principales causes de mortalité en France, c'est une cause énorme de handicap. Alors il y a 2 types d'accidents vasculaires dans le cerveau, soit l'artère se bouche, donc c'est le même principe, le même mécanisme que ce qu'on a vu tout à l'heure, une artère se bouche, la partie du cerveau qui devait recevoir le sang de cette artère ne le reçoit plus, c'est un infarctus cérébral. Et en fonction de la zone qui est touchée, il va y avoir des symptômes. Soit une hémiplégie, paralysie d'un côté si c'est la zone motrice, il peut y avoir d'autres problèmes visuels, des problèmes des gens qui ne peuvent plus parler parce que c'est l'aire du langage qui est touchée. Ça, c'est une des parties. La deuxième
raison pour laquelle, et qui peut donner d'ailleurs les mêmes symptômes, on peut avoir un accident vasculaire cérébral, c'est quand il y a une hémorragie. C'est-à-dire quand une artère s'est fissurée et qu'elle s'est mise à saigner, quelle qu'en soit la raison. Là, la partie du cerveau qui était irriguée, qui reçoit le sang, bien sûr, va être noyée dans ce sang, dans cet hématome, qui va entraîner la mort des neurones correspondants. Alors, je voudrais qu'on s'arrête surtout sur ces carotides, parce qu'on peut se dire qu'il est très difficile d'éviter un accident vasculaire cérébral. Parfois, c'est un petit caillot qui va se promener, qui va partir du cœur ou qui va partir d'une artère d'une jambe et qui va monter et puis qui va pouvoir aller se mettre dans une artère du cerveau. Mais parfois, c'est ces grosses artères là que vous voyez là, les carotides, qui sont les deux grosses artères qui montent, vous voyez, dans le cou. Et c'est ce que vous pouvez d'ailleurs sentir. Oui, faites-le, j'aime bien les démos. Voilà, vous mettez vos doigts ici, de chaque côté, ce que vous avez l'impression de sentir comme des ganglions. Ça, c'est classique, hein, messieurs. Tout le monde vient en disant « Docteur, j'ai un ganglion ». Vous mettez les doigts dessus, vous voyez que ça bas, ce n'est pas un ganglion. C'est la partie où les deux artères carotides, une qui monte au cerveau et une qui va sur le visage, se divisent. C'est un peu plus gros. Et c'est exactement ça que vous sentez. D'ailleurs, il faut apprendre à le palper. Parce que quand vous avez quelqu'un qui fait un malaise, le pouls que vous prenez ici, ce n'est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude, alors que cette grosse artère-là, on la sent bien battre. Donc si vous avez quelqu'un qui fait un malaise et qui vous paraît faire un arrêt cardiaque, vous mettez les doigts ici et vous essayez de sentir le pouls, comme ça vous saurez si le cœur bat ou pas. Alors ces carotides, facteurs de risque aussi, elles sont aussi victimes de ces plaques d'athérome. Oui. Merci. Courte. Très bien, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, la conférence se termine ainsi. Alors, je vais poser ma question. En fait, vous savez, il y a dans le métier intervieweur, il y a deux façons d'interviewer. Soit vous faites des questions fermées, ce qu'on appelle des fermées, c'est-à-dire vous dites les carotides donc sont le siège de plaques d'athérome. Et là, on vous répond oui. Vous faites des questions ouvertes, ce que je vais essayer de faire. Pourquoi ces carotides sont-elles le siège souvent de plaques d'athérome? Ben voilà. Parce qu'elles ont le même problème que les coronaires, l'aorte et les artères des membres inférieurs. À l'opposé, d'autres artères, dites musculaires, ne seront pas spécialement, ou élastiques, ne seront pas spécialement atteintes par l'athérosclérose. Et donc, vous avez des territoires qui, plus spécifiquement que d'autres, vont être à risque de cette maladie d'athérosclérose. Je voudrais juste rajouter qu'en fait, le siège de l'athérosclérose est prédominant aux zones où il y a des grosses variations de pression, et c'est notamment aux zones de bifurcation. Donc en fait, ça va se fixer. Là, c'est la bifurcation carotidienne, et l'explication réside aussi là-dedans. En fait, voilà. Alors, réponse courte pour qu'on puisse donner la parole à la salle, parce que bien évidemment, c'est interactif, hein, cette conférence. Une fois qu'on a parlé, vous allez pouvoir poser des questions. Les oméga 3, intérêt ou pas? Vous pouvez dire plus qu'un mot. Hein. D'accord, chacun se renvoie la balle. Tout le monde, il y en a qui regarde ses pompes. Je ne sais pas de quoi il parle. Docteur Tournier, c'est tombé sur vous. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de démonstrations d'intérêt, enfin tout au moins dans une application thérapeutique pour les oméga 3, éventuellement en post-infarctus immédiat, mais après on n'avait plus. Oui, il y a plein de choses qui marchent bien, et puis il y a des trucs qui marchent moins bien. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi celui-là, mais pas terrible. J'en ai 25, j'ai tiré au hasard. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire qui marche bien? 22, ouais. Qu'est-ce qui marche bien? Faire l'amour 3 fois ou 4 fois par semaine. Spécialiste à ma gauche. Votre femme est dans la salle, Simon? Non? Hein? Non, mais plus sérieusement, je crois qu'effectivement, les oméga 3, on n'en sait pas trop grand-chose. Hein. Il est très fort. Il est très fort, mais je suis têtu. Alors, on dit que faire l'amour, c'est bon ça diviserait, je vais même des chiffres, tiens. Ça diviserait par 2 le risque de crise cardiaque ou d'attaque cérébrale, ce qui ressort d'une étude menée sur 2400 hommes au Pays de Galles.
Donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je pense que c'est une étude de neurologue et que je ne connais pas très bien. Bah, c'est des sociétés savantes aussi, hein. De neurologue. Mais c'est pas... Quelqu'un a une idée là? Déjà, il y a un biais parce qu'il s'agit de gallois. C'est biaisé, ouais. Ouais, c'est biaisé, ouais, Non, c'est ça. pas obligatoirement applicable en France métropolitaine au moins. Et puis, Parce qu'ils font pas l'amour comme nous, c'est ça? Ils ont peut-être, ils restent au chaud chez eux et ça favorise les rapprochements éventuellement. Mais pour en revenir sur les rapports sexuels, effectivement, actuellement, on a abreuvé de publications ou de sortes d'études qui rapportent le risque cardiovasculaire à l'activité sexuelle. Voilà, enfin, plutôt que de vouloir dire ça diminue ou ça augmente quelque chose, je pense que quelqu'un qui a une activité sexuelle régulière, c'est aussi la signification qu'il a des artères en bon état. Parce que vous voulez dire pour la pénétration? Exactement. Ah, parce que je sens que les mots sortent pas facilement. Déjà, si le mot cul, ça, vous pouvez pas le prononcer, je pense que le terme érection est grossier, voyez-vous. Voilà. C'est pour ça, on Ouais. fait dire beaucoup de choses. Après, on a vu des publications qui disaient que les gens qui avaient fait un infarctus avaient des troubles de l'érection sexuelle ou des choses comme ça. Mais pourquoi pas? Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, les artères vont être un peu bouchées, donc l'érection sera un peu moins performante. Moi, je parle de prévention. Ils vont bander les mots. Voilà! Il l'a dit. Il a pris son élan, hein? Le docteur Tournier se lâche. Je suis pas sûr que vos patients vous ont entendu parler comme ça, monsieur Tournier. Donc la prochaine fois, si vous avez un problème de ce côté-là, vous lui dites, docteur, je bande mou, direct. Hop, il aura compris. Non, mais moi, je parlais en termes de... Je ne suis pas obsédé par ce thème en particulier, vous le savez. Oui, mais, pardon. mais- Je pense que si, puisque je suis tombé par hasard dans les magasins qu'on trouve sur les aires d'autoroute, en tête de gondole, dans la partie épicerie de la station, un bouquin que j'ai failli acheter parce qu'il n'était pas cher, 9 €, je crois, signé Michel Simès. Je suis en train de chercher le nom, Et là, je m'enfonce. le nom de votre collègue. Le nom de Marina Carrère-d'Ancos. Ouais, Marina Carambeu. ouais. Non, c'était Marina Carrère-d'Ancos, et sur la sexualité, un petit truc comme ça. un Ah oui, mais ça ne veut pas dire que je suis obsédé. Ça veut dire que vous publiez au moins sur ce sujet. Oui, non, mais sur ce sujet, je peux vous tenir 4 heures, monsieur Tournier. On est bien d'accord. Alors, on va vous passer la parole maintenant. Vous pouvez poser des questions sur les thèmes que vous voulez. Tout ce qui est cul, c'est monsieur Tournier. Tout le reste... Voilà, tout le reste, ce sera les deux autres. Voilà. Alors, nous avons des hôtesses. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Alors, il y en a partout. Le seul problème, c'est qu'en haut, je suis un peu ébloui, je ne vois pas bien. Donc, il y a des hôtesses, donc il faudra crier. Vous avez une question, madame? Ah, c'est juste pour me montrer que vous êtes là. C'est ça. Non, vous avez quelqu'un? Non, vous me dites. En fait, les hôtesses doivent lever le numéro, voilà. Et dès que vous avez quelqu'un qui pose une question, vous levez le numéro. Et si je ne vous vois pas, vous criez. Alors, il faut qu'il y en ait un qui se décide. Oui, là-bas, madame, à gauche. À droite d'abord, d'accord, si vous voulez. Puis après, ce sera à gauche. Alors, juste un mot. On évite les consultations. Hein. Donc, vous pouvez nous parler d'un problème personnel très rapidement, et puis après, je généraliserai, parce que si vous dites, voilà, j'ai tant de cholestérol, c'est un peu compliqué. Madame. Oui, bonsoir. En fait, c'est par rapport aux plaques d'athérome dans les artères. Je voulais savoir, quelqu'un qui n'a pas de cholestérol du tout, bon, qui a une cinquantaine d'années, C'est pas possible. Hein. grisonnant. Non, c'est pas possible. Pas de cholestérol du tout, c'est pas possible. Enfin, qui est en dessous du seuil minimum de cholestérol. Ah, d'accord. Et qui a néanmoins des plaques d'athérome dans le sang. En fait, voilà, je voulais savoir comment c'est possible, ou est-ce que c'est dû... Enfin, quelles sont les causes des plaques d'athérome dans les artères, quoi. Quelles sont les C'est causes clair? des plaques Ouais. d'athérome? Ouais. Non, c'est pas clair. Comment Quelles sont les causes des plaques d'athérome alors qu'il n'y a pas trop de cholestérol? Oui, voilà. Quels sont les autres facteurs qui peuvent effectivement... Qui peuvent donner des plaques d'athérome Voilà. sans cholestérol? Oui.
le cholestérol n'est pas le seul facteur de risque. Et effectivement, vous avez des probabilités d'avoir cette maladie-là qui augmentent en fonction du nombre de facteurs de risque. Et il se trouve qu'on a aussi des personnes qui développent la maladie des artères alors qu'on ne trouve pas spécialement de facteurs de risque. Alors il y a une certaine inégalité, je suis d'accord, c'est comme la personne qui va fumer beaucoup, qui n'aura jamais de pépins. C'est vrai qu'on raisonne toujours en probabilité, et plus vous augmentez le nombre de facteurs de risque, et plus vous augmentez votre probabilité d'être malade. Oui, je vais rappeler quand même quelque chose d'essentiel dans ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est qu'on a parlé de facteurs de risque. Facteur de risque, ça veut dire que si vous avez du cholestérol, que vous fumez et que vous ne vous bougez pas, vous augmentez votre risque d'avoir un problème cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que vous en aurez un. Ça veut dire que vous augmentez ce risque-là. Si vous arrêtez de fumer, si vous avez un cholestérol normal, si vous faites du sport, vous diminuez votre risque, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien vous arriver. Et le professeur Rinkenbach tout à l'heure l'a bien dit, la première cause d'athérosclérose, c'est quand même l'âge. C'est-à-dire qu'en vieillissant, nos artères se durcissent, se bougent, s'épaississent. La 3. Oui, bonsoir. J'aurais une question à vous poser, s'il vous plaît. Ah oui. Au cardiologue. Voilà, il y a 2 mois, je suis allée à la clinique. On m'a dit que j'avais fait un infarctus. J'avais terriblement mal sur le côté, donc j'ai été hospitalisée. Et au bout d'une semaine, on m'a dit que j'avais fait un infarctus, mais un Takotsubo. Un quoi? Un Takotsubo, oui. C'est un restaurant japonais de Besançon? Eh bien oui. Alors, je voudrais demander... un Takotsubo? Oui. J'ai loupé des cours. Hein. Pardon? J'ai dû louper des cours à la fac, parce que j'ai jamais entendu parler de... Moi non plus. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis de ces messieurs. Bien sûr, Alors, Takotsubo. Oui, on avait dit qu'on ne ferait pas de consultation, Non, mais on va quand même, c'est exact, le terme est exact, Takotsubo, oui. C'est quelque chose qui se présente comme un infarctus, et on finit par déterminer que ça ne vient pas des artères, bizarrement, ça vient d'autres causes, on va dire, et ça a la grande caractéristique d'être réversible. Donc, effectivement, au départ, on est dans une situation où on a tous les signes d'un infarctus, avec le risque lui-même d'un infarctus, et puis on vérifie, les artères sont normales, et puis il y a d'autres choses qui permettent effectivement d'arriver à ce diagnostic. Donc on peut dire que tout ce qui ressemble à un infarctus n'est pas un infarctus, mais c'est quand même une situation relativement rare. Généralement, quand vous avez mal dans la poitrine, que ça serre en barre comme ça, effectivement, le mieux c'est de faire le 15, parce que c'est probablement quelque chose qui ressemble vraiment à un infarctus. Ça a été décrit récemment, ça? Décrit récemment. Takotsubo. Le Takotsubo, ça fait quand même une petite dizaine d'années, mais... Ah bah oui, Bon. Non, mais... Vous êtes gentil, ça voudrait dire que je suis très jeune, parce que si vous pensez que j'étais à la fac il y a 10 ans, non, il y a 10 ans, j'avais quitté la fac. C'est un coup des sociétés savantes. Ouais, ça doit être monsieur Takotsubo, là, c'est lui qui a donné son nom à la maladie, non? En général, quand on décrit quelque chose, on donne son nom. Non, c'est la forme d'un vase, mais enfin bon, ce serait trop compliqué d'expliquer. Ah merde, c'est culturel. Ah ouais, alors, autant pour moi. Il y en a là-haut, il y a le 5, monsieur, là-bas. Mais vous n'êtes pas une hôtesse, monsieur? Oui. Non, mais c'est une question personnelle pour vous, Michel. Il y aura peut-être 2 questions, mais la première, elle vous intéresse tous, c'est au sujet des statines. Que pensez-vous du livre écrit par le grand professeur, enfin, je dis grand, bon, je suis un peu péjoratif, du professeur Evan? Vous me rassurez déjà en disant ça, oui. Qui a cassé vraiment ce traitement des statines. Puis en deuxième question, je vous ai écouté une fois, vous avez poussé une petite paillarde lors de votre émission, alors peut-être qu'à la fin de soirée, on va peut-être avoir... C'est très gentil, monsieur. Je ne peux pas me permettre de pousser une chanson paillarde avec des caméras partout, des journalistes de l'Est républicain, tout ça. C'est pas possible. Je connais que des chansons paillardes indicibles, voyez-vous.
Alors, en ce qui concerne le livre du professeur Even, je vais laisser répondre les spécialistes. Le professeur Even a écrit 2 livres, j'allais dire, a commis 2 livres. Un premier sur le guide des médicaments dangereux et un deuxième sur le scandale des statines. Moi, je vais vous dire, c'était un peu compliqué pour moi parce que le professeur Even, ça a été un de mes profs de pneumo quand il exerçait à l'hôpital d'Ainec. Et quand il a sorti son guide des médicaments dangereux, j'ai été invité sur Canal+, dans le grand journal face à lui. Et aujourd'hui, le professeur Even, qui est le grand pourfendeur de l'industrie pharmaceutique, et on ne va pas les défendre, peuvent être attaqués beaucoup aujourd'hui parce que franchement, ils font des choses inadmissibles. Mais à l'époque, je me souviens, sur le plateau du Grand Journal, j'avais demandé à M. Even si, alors qu'aujourd'hui c'est le grand chevalier blanc contre l'industrie pharmaceutique, il se souvenait plus ou moins que quand il était lui-même chef de service, il avait quand même participé à pas mal de congrès qui étaient eux-mêmes payés par les labos. Vous voyez, donc à un moment, voilà, il était très... C'était marrant parce que quand je suis arrivé sur le plateau du Grand Journal, il se souvenait de moi parce qu'il était venu dans le magazine de la santé. Bonjour Michel, comment ça va? Je suis ravi de vous voir. À la fin, il ne m'a même pas dit au revoir, hein, je peux vous dire. Il ne viendra plus jamais dans le magazine de la santé. Maintenant, sur le plan des statines, est-ce que cette polémique autour des statines, et peut-être même un avis sur le livre du professeur Even, que vous avez dû lire, non? Non, je ne l'ai pas lu. On en a assez entendu parler, je veux dire, c'est bon. Il s'est passé un truc quand même extraordinaire. Les statines, vous allez n'importe où dans le monde avec une maladie vasculaire, on va vous donner pratiquement le même traitement. Et il y a un médicament, enfin il y en a plusieurs, mais en particulier les statines ne sont controversées nulle part. Les preuves d'efficacité, c'est simplement énorme. Et comment en France on est arrivé à ça, à avoir une personne qui va sur les ondes, qui explique très bien d'ailleurs, hein, je pense qu'il était effectivement très convaincant, que tout ça c'est des foutaises, que vous prenez des médicaments pour rien, qui vous font du mal et que votre médecin vous les prescrit par collusion avec l'industrie pharmaceutique. Et que le cholestérol, le mauvais et que le cholestérol n'est pas mauvais pour la santé. est sans rapport avec les maladies cardiovasculaires. Donc il n'y a rien de vrai et pourtant ça a très bien pris. Et moi je peux le comprendre. Et c'est vrai qu'un traitement de prévention, quand vous avez fait un pépin cardiovasculaire et que tous les jours vous prenez des médicaments dont vous ne sentez absolument pas le bien-être, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui vous évitent une maladie, mais tant que vous ne l'avez pas, vous ne vous rendez pas compte qu'on vous l'a évité. Et donc au bout de 5 ans ou 10 ans, c'est normal qu'on se pose des questions. Et effectivement, il suffit que sur les ondes, on ait ce message-là pour qu'on balaye immédiatement le travail de François Tournier, de Simon Engelbach, de moi-même, où tout le temps on dit aux malades, faites attention, prenez vos médicaments, s'il y a un problème, dites-nous, on vous expliquera pourquoi vous le prenez et quel est le bénéfice attendu. Et effectivement, cette prévention, eh bien, ça peut être ruiné extrêmement rapidement. Alors, j'en finis par là. Il y a eu une estimation quand même au niveau de l'hôpital européen Georges Pompidou. Les cardiologues ont fait une estimation de l'impact de ce qu'ils ont appelé la polémique sur les statines. L'estimation est de 1000 morts en une seule année. Et je pense qu'ils ne doivent pas être très loin parce que nous avons vu venir dans nos services d'urgence un certain nombre de personnes qui avaient lu le livre, qui avaient eu confiance en ce qui avait été dit, qui ont interrompu leurs médicaments et qui ont récidivé. Alors c'est toujours très difficile de dire c'est exactement à cause de ça ou pas, mais franchement c'était extrêmement ruinant pour la santé des gens. Et on se demande si certains ne devraient pas rendre des comptes auprès du Conseil de l'ordre des médecins, puisque théoriquement, un médecin est censé aussi donner la bonne parole et non pas entraîner la mort des gens. J'ai juste donné 2 chiffres pour appuyer ce que vient de dire François Schill. En ce qui concerne la mortalité cardiovasculaire, maladie de l'appareil circulatoire, c'est des données de l'INSERM. Pour la période 79-81, elle représentait 37% des décès, tous âges, tous sexes confondus. En 2009-2011, elle représente plus que 26,4%, c'est-à-dire 10% de moins. Et ça, grâce à quoi? Parce qu'effectivement, on a des protocoles de prise en charge de ces maladies cardiovasculaires qui sont admis par tout le monde,
quand on dit tout le monde, c'est-à-dire toutes les sociétés savantes, et comme l'a dit François Schill, sur toute la planète, il n'y a qu'en France que ça a posé polémique. Si on n'avait pas eu les statines, si on n'avait pas eu l'aspirine et puis ces choses-là, la mortalité cardiovasculaire serait encore proche de 40% dans la population générale, et non plus de 26% ou 27%. Non, 4, non. 2. Si, vous avez une question là-bas? Oui, 4. Non. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dans bon nombre de domaines, la parité est assurée. Or, ce soir, nous pouvons regretter la présence féminine. Quand est-ce que vous revenez avec Adriana Carambeu? Vous voulez faire un accident cardiaque, monsieur? Écoutez, moi, Adriana, elle peut venir tous les jours, hein, c'est pas un problème, et j'aurais aimé, mais je suis pas sûr qu'elle aurait pu répondre à... Elle est intelligente, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais répondre aux questions sur le cardiovasculaire. Vous pouvez pas savoir le nombre de copains, depuis que je fais cette émission, qui me parlent plus. C'est hallucinant, hein, ouais, ils me parlent plus, ou ils me font la gueule, ou... ils me disent, oui, je sais pas, ils sont persuadés qu'il se passe quelque chose avec Adriana. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Si, je sais qu'il ne se passe rien. Mais c'est incroyable. Ça a changé ma vie. Je suis très seul aujourd'hui, vous savez, quand Adriana n'est pas là. Mais c'est une fille super, hein, vraiment. Hein, et je vais repartir avec elle. Mais vous savez, à chaque fois qu'on est en tournage, en plus, elle vient avec son mari. Elle vient de se marier, vous l'avez vu dans la presse. Hein, c'est passé inaperçu. Elle vient avec son mari à chaque tournage, vous savez. Voilà. Mais les tournages sont sympas quand même. C'est sympa. La 2. Est-ce que le cancer du cœur existe? Réponse courte? Non. Voilà, un peu plus longue? Un petit peu quand même. Non, il y a beaucoup de maladies du cœur, mais pas le cancer. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle des tumeurs, c'est rare, c'est pas cancéreux. Pas de myosarcome sur le... Non, non, non. Peut-être qu'on meurt avant. Ouais. Un petit, non? Même pas un petit, non. Même rien du tout. Que dalle. Et pourquoi? Il y a d'autres trucs, hein, chacun son... Ouais, mais c'est pas une réponse, ça. Oui, je sais bien qu'il y a d'autres trucs. Non, mais c'est étonnant. C'est un muscle. Le muscle cardiaque, c'est un muscle particulier, hein, parce que c'est un muscle. Alors, il y a deux types de muscles dans l'organisme. Les muscles lisses, qui ne sont pas contrôlés par la volonté. Par exemple, les intestins, qui permettent au bol alimentaire de progresser. Voilà, il y a plein de muscles comme ça que vous ne pouvez pas commander. Et puis les muscles striés, qui sont les muscles que vous commandez. Je bouge ma main parce qu'il y a des muscles striés commandés par ma volonté. Et bien, le cœur, c'est un muscle strié, mais qui n'est pas commandé par la volonté. C'est ça? C'est toujours bon ou pas? C'est toujours bon. Bon, ça va, c'est bon. Et donc, il n'y a pas de problème. Bon, pour être simple, non. Alors, on va trouver des tumeurs très très rares, mais je veux dire, non, c'est pas notre inquiétude. Voilà, n'inquiétons pas la dame, disons non. Je crois que c'est... je regarde s'il y en a d'autres, parce que sinon... Le 4 aussi. Bonsoir. J'aurais aimé savoir s'il y avait des bénéfices avérés à l'adoption de l'alimentation. J'ai rien compris. Excusez-moi. J'aurais aimé savoir s'il y avait des bénéfices avérés à l'adoption de l'alimentation végétarienne. J'ai entendu bénéfices avérés. Si quelqu'un a entendu la suite, oui. Alors c'est moi, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je comprends pas la question, mais comme je vais pas y répondre, on va... Voilà. C'était quoi la question, juste pour que je sache? La demoiselle demandait s'il y avait des bénéfices avérés à une alimentation végétarienne. Ah, végétarienne. Excusez-moi, mademoiselle, hein, c'est l'âge. Régime crétois, on peut en parler d'alimentation, l'huile d'olive, tout ça. Végétarien, vous y connaissez rien, c'est ça? Si. Comment ça? Comment ça, je connais rien, moi? Facile. En fait, oui, la fréquence des maladies cardiovasculaires est variable, par exemple en Europe, beaucoup plus dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, et même en France, beaucoup plus à Strasbourg qu'à Toulouse. Alors, bien sûr, ça étonne, on se dit comment se fait-il qu'à l'intérieur d'un même pays qui a les mêmes modes de vie, grosso modo, le même accès aux soins, pourquoi il y a une telle différence? Et on a fini par dire, oui, ce sont les habitudes alimentaires qui jouent, et on a identifié au niveau de la grande Europe, on va dire, les Crétois comme étant les champions de la prévention des maladies cardiovasculaires, et on a mis ça sur le compte de leur alimentation. Alors,
pour faire simple, là aussi, c'est vin blanc par rapport à de la bière, c'est poisson par rapport à de la choucroute, et c'est huile d'olive par rapport à d'autres graisses animales. Et donc, on retombe toujours sur la même chose. Il faut essayer de manger relativement sain. Les 5 fruits et légumes, ça marche. Alors, est-ce que d'enlever complètement toute viande est vraiment nécessaire? Pas forcément. Mais c'est sûr que, bon, si vous voulez avoir le moins de cholestérol, le moins de mauvais cholestérol possible, il faut essayer d'éliminer tout ce qui est charcuterie et autres. Donc, on va finir doucement par tomber sur un régime végétarien. Mais il n'y a pas des études qui montrent que les végétariens font beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires que... C'est toujours très difficile de faire des grandes... Il faut beaucoup de personnes dans ces études. Alors, s'il vous faut réunir 20, 30 000 végétariens, ça commence à être un petit peu difficile parce que finalement, les végétariens ne sont pas si nombreux que ça. Et en revanche, bon, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que la diététique fonctionne. Et c'est ce qui a été un peu opposé lors de ces histoires de statines. On a dit, mais ces statines, ça ne sert à rien. Il suffit de manger très, très peu gras. En fait, je pense qu'il faut faire les deux. La 2 et après la 3. La 2. Qui a le micro? Ah bah si. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, je ne vous avais pas vu. Bon, je viendrai après. Hein, parce qu'en fait, vous êtes caché par l'ombre. Vous pouvez baisser le bras, hein, parce qu'il y a une question, puis après je reviens. Bon, alors je voudrais revenir sur le 15. Vous aviez fait allusion tout à l'heure. Appelez tout de suite le 15 dès qu'on a une douleur pulmonaire, à l'estomac. Mettez bien le micro contre le menton, madame. Pardon, voilà. Oui, j'ai bien compris la question et merci de la poser parce qu'on va revenir encore une seconde là-dessus. Oui, mais je n'ai pas fini. Ah pardon, excusez-moi. Oui, mais je m'étais dit, mais je n'ai pas compris la question, mais parce qu'elle n'avait pas posé en fait. Moi, quand on me dit 15, ça suffit, ça me déclenche immédiatement. Non, voilà. Il a un Pavlov. 15, il fait merci pour la question, madame. Non, je voulais simplement rappeler qu'il faut absolument appeler le 15 dès qu'on a la moindre petite douleur au bras. Ah, c'est pas une question en fait. Non, mais parce que ça m'est arrivé à moi. Il y a 3 ans, j'ai eu ces douleurs en rentrant de course. Et tout de suite, j'ai dit, je n'avais jamais eu de douleur... Dans la thorax? Non, pas du tout. Ça ne m'était jamais arrivé. Et j'ai tout de suite dit à mon mari, fais le 15. C'est ce qui m'a sauvée, parce que tout le monde me dit que je ne devrais plus être là. Je faisais une dissection de l'aorte. Et voilà, j'ai été opérée aussitôt dans la nuit et grâce à ça... Vous avez été sauvée par le fait que votre mari est obéissant? Tout à fait. Tout à fait. Fait le 15, il fait le 15. Voilà. Et je lui en sais gré d'ailleurs. Mais je voudrais vous poser une question aussi. Juste un mot sur la dissection, pour que les gens comprennent. Une dissection aortique, c'est pas quand vous ouvrez quelqu'un puis que vous regardez. Hein. C'est en fait les parois des artères, elles ont plusieurs feuillets. Et parfois, une dissection, c'est quand le sang passe entre 2 des feuillets de la paroi. Et ça s'ouvre comme un livre. Et ça va descendre, et après, ça va entraîner des problèmes dramatiques. Oui, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, je voudrais savoir, parce que ça fait 3 ans, ça va bien, mais je ne prends aucun médicament après cette intervention. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce qu'après un tel accident, il faut prendre quelque chose? Comme l'a très bien expliqué notre hôte, Michel. Ah, ça arrive, les gens ne se souviennent pas toujours de mon prénom. Si, ça me gênait de vous appeler par Michel, mais Michel. Non, mais je comprends, ok, pour Michel. La dissection aortique, c'est pas vraiment un infarctus. Donc, on va pas mettre les mêmes traitements après. Et le traitement, c'était une opération. Maintenant, si je peux me permettre quand même de rebondir, comme on dit, sur l'histoire du 15. La question est, pourquoi est-il si important de faire le 15 quand on a, par exemple, un infarctus? Déjà, vous allez me dire, parce qu'on est pris en charge rapidement, on aura mal moins longtemps. C'est déjà une bonne raison. La vraie raison, elle n'est pas là.
La vraie raison, c'est qu'à la phase aiguë d'un infarctus, donc dès qu'on commence à avoir mal, on a un risque de fibrillation du cœur. Ça veut dire de mort subite. Je crois qu'on a parlé un petit peu de la mort subite sur la présentation. Et effectivement, c'est quelque chose qui est particulièrement dangereux, vous imaginez bien. Et ça justifie d'une part qu'on donne le conseil d'appeler immédiatement un professionnel de santé qui pourra venir avec un défibrillateur. Et c'est la vraie raison, elle est là, quoi. Je veux dire, c'est effectivement quelque chose qui sauve des vies parce qu'on permet effectivement d'intervenir grâce à l'arrivée du SMUR, et on n'a pas du tout intérêt à prendre sa voiture ou à se faire conduire soi-même dans un hôpital. Il faut rester chez soi et attendre que les secours arrivent vers vous. La 3, et après la 1. On parle du bon et du mauvais cholestérol. Et souvent, le médecin dit vous avez du cholestérol, du mauvais cholestérol, mais le bon compense et anéantit le négatif du mauvais cholestérol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le bon et le mauvais cholestérol et comment le bon cholestérol intervient sur le mauvais? Alors c'est une question intéressante parce que si on regarde sur les analyses, on peut avoir trop de cholestérol total. Voilà, l'ensemble du cholestérol, il est trop élevé. Et quand on fait un détail, quand on regarde le détail des analyses, on s'aperçoit que finalement le mauvais cholestérol, il est plutôt bien, mais que si on a trop de cholestérol, c'est parce qu'on a trop de bon cholestérol. Alors est-ce que le fait d'avoir un cholestérol trop élevé est embêtant à partir du moment où c'est le bon cholestérol, et comment agit-il sur le mauvais? Alors le bon cholestérol, c'est ce qu'on appelle le HDL cholestérol. Effectivement, est protecteur. Alors comment on sait ça? On regarde sur des populations et puis on voit que dans les zones où il y a beaucoup de personnes qui ont un cholestérol HDL élevé, il y a très peu de maladies cardiovasculaires. Et donc on a effectivement cette ambiguïté avec le cholestérol, un bon, un mauvais. Alors le fait d'avoir un bon cholestérol, c'est un peu l'inverse des facteurs de risque, c'est ce qu'on appelle un facteur protecteur. Et si on veut être simple, on pourrait très bien dire qu'effectivement, ça vous enlève un facteur de risque. Et donc, à ce titre, d'avoir un bon cholestérol élevé, très bien, ça marche bien. Alors pourquoi? C'est parce que le mécanisme est assez compliqué. Ça va enlever du cholestérol de la paroi artérielle, ça va le remettre en circulation et ça va permettre de limiter la progression de l'athérome. Voilà, il n'y a pas d'autre interaction entre le bon et le mauvais, c'est vraiment des molécules qui sont relativement différentes. Et on peut avoir effectivement un cholestérol total, comme l'a très bien dit Michel, fait essentiellement sur du bon cholestérol. Et bravo, vous êtes protégé, il n'y a pas de problème. La 1. Il y a un aspect qui n'a pas été encore envisagé, c'est les troubles du rythme cardiaque. Fibrillation, arythmie ou tachycardie. Est-ce que vous pourriez nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure pour dire que là, la prévention est un petit peu plus difficile parce que quand on a un trouble du rythme, le prévenir, c'est compliqué. Mais en revanche, on peut prévenir les complications en se faisant dépister. Alors, ces troubles du rythme, on rappelle, en gros, l'oreillette, vous l'avez vu tout à l'heure, se contracte avant le ventricule pour que le sang aille dans le bon sens. Et que parfois, il y a des troubles du rythme, les oreillettes battent de façon anarchique ou autre chose. Il y a toutes les possibilités, effectivement. Donc il y a des cœurs qui battent trop vite, d'autres trop lentement, d'autres irrégulièrement. Et les risques liés ou la gêne liée ou associée à ces troubles du rythme, très variables. Alors c'est vrai qu'on ne va pas les détailler, mais ce problème est dominé par effectivement le risque de mort subite, donc de fibrillation, par exemple, au stade aigu de l'infarctus. Autrement, on pourrait effectivement passer en revue tous les troubles du rythme. On ne peut pas prévenir un trouble de rythme, parce qu'à la limite, avant qu'il arrive... Généralement, oui, on s'en rend compte quand il est arrivé. Il est là. Alors, ils ne sont pas tous mortels, évidemment, mais si vous sentez votre cœur qui bat soit d'une façon complètement irrégulière ou très rapide, eh bien, le mieux, là encore, c'est de faire le 15, cette fois-ci pour avoir un électrocardiogramme. Il est extrêmement difficile pour tous les médecins de dire a posteriori quelle était la nature de ce trouble du rythme, si c'est grave ou pas grave. Et donc, la meilleure manière d'avancer dans le diagnostic, c'est de se faire enregistrer un électrocardiogramme. Et donc, là encore, on repart sur le 15. Alors, on peut peut-être parler d'un trouble du rythme qu'on est nombreux à avoir, qui est l'extrasystole, qui
en fait, est un battement anarchique du cœur à un moment donné, voilà, entre deux battements. Vous sentez peut-être, parce que parfois on peut le sentir dans la poitrine, une sorte de petit coup qui arrive comme ça, sans que, voilà, alors que d'habitude on ne sent pas son cœur battre, mais là il arrive de façon inopinée. Alors je sais qu'un grand maître de la cardiologie disait extrasystole, ça rien moins que rien. Pourtant, quand on en a beaucoup, il faut commencer à s'inquiéter un peu ou pas? Je pense que bon, l'extrasystole en soi, effectivement, n'est pas inquiétant. Maintenant, on peut difficilement dire d'emblée j'ai des extrasystoles ou c'est peut-être autre chose. Il est clair que c'est quelque chose de très banal qu'on ressent souvent lorsqu'on est au repos, en position allongée, et souvent lorsque le cœur lui-même est relativement lent. À ce moment-là, on peut ressentir une certaine irrégularité qui peut inquiéter. Bon, là encore, je pense qu'il faut aller voir votre médecin, essayer de faire le point, et ça, il en profitera pour évaluer plein d'autres choses, le risque cardiovasculaire, vous faire une biologie, etc. Enfin, il y a plein de retombées positives à une consultation justifiée par des extrasystoles. À 4. Oui, bonsoir. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation de secourisme. Et on nous a appris à se servir du défibrillateur, mais on nous a également bien précisé que si on avait un jour, on était confronté à subvenir aux besoins de quelqu'un, il fallait déjà faire le massage cardiaque, surtout avant de se servir du défibrillateur. Seulement les défibrillateurs, ils sont un petit peu partout maintenant dans les communes et tout ça. Je ne sais pas du tout si à chaque fois qu'il y a un problème, il y a quelqu'un qui est capable de faire un massage cardiaque avant. Donc auquel cas, si le défibrillateur est utilisé sans massage cardiaque avant, qu'est-ce qui peut se passer? Ça dépend combien de temps dure l'arrêt cardiaque, mais c'est sûr qu'il vaut mieux utiliser un défibrillateur si vous ne savez pas faire un massage cardiaque, vous ne l'apprendrez pas comme ça sur le tas. Donc il vaut mieux utiliser le défibrillateur, même si effectivement on perd du temps, parce qu'un défibrillateur semi-automatique, je pense que monsieur le maire a dû en placer dans toute la ville, non? Vous en avez partout? Une cinquantaine dans toute la ville de Besançon. Le défibrillateur, il faut quand même aller chercher, parce qu'en général, il n'est pas juste à l'endroit où on fait le malaise cardiaque. Il faut aller chercher, il faut l'ouvrir, il faut installer, il faut enlever les collants, des plaques, etc. Donc ça demande un petit peu de temps. Et c'est sûr que s'il y a un arrêt cardiaque, il vaut mieux savoir masser le temps qu'on installe le défibrillateur et qu'on puisse laisser la machine agir. C'est juste pour ça qu'on demande à faire un massage cardiaque juste avant, à moins que je dise des Michel, bêtises. cette réponse était parfaite. Strictement rien à ajouter. Merci. Vous m'avez fait peur. Hein. En prenant le micro, là, je me suis dit, putain, j'ai dit une connerie. Je vais compléter en faisant un petit rappel quand même qui va répondre à la question précédente, à celle-ci sur le défibrillateur. Il faut voir que le cœur, c'est une pompe. Hein, c'est une machine aspirante refoulante. C'est de la plomberie. Hein, ça arrive par un tuyau, ça passe dans le cœur qui le refoule dans un autre tuyau. Et la pompe, pour fonctionner, elle a besoin d'un système électrique. Alors, quand on parle d'hypertension artérielle, d'athérome, de trucs comme ça, là, on parle de la plomberie, c'est-à-dire le cœur, le tuyau. Quand on parle, monsieur tout à l'heure a posé une question sur les troubles du rythme, on parle d'électricité, même si c'est intriqué au niveau du cœur et que des problèmes de la pompe peuvent retentir sur les problèmes électriques, l'électricité, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes en arythmie, c'est parce qu'il y a un problème sur le circuit électrique, ce qui fait que votre cœur se contracte. Votre cœur se contracte parce qu'il y a des influx électriques qui le font se contracter. Alors pour en revenir à ce que disait la dame sur le défibrillateur, votre défibrillateur, il envoie un influx électrique, il va donner de essayer de faire repartir votre cœur sur un plan électrique. Il ne fait pas pomper votre cœur. Et souvent, effectivement, on fait un massage cardiaque pour faire travailler la pompe, c'est-à-dire qu'on remplace les contractions qui n'existent plus, c'est-à-dire pour que le sang circule. Et le défibrillateur est là pour essayer de faire repartir la machine électrique et que le cœur reparte en contraction automatique. Et c'est pour ça que quand vous défibrillez, quand ça ne veut pas repartir, c'est la machine qui vous informe. Quand ça ne veut pas repartir, il faut arrêter et repomper, et puis on recommence, et ainsi de suite. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et avant d'avoir le défibrillateur sous la main, on commence par masser comme on faisait avant. Juste pour rajouter une couche, si c'était nécessaire, je pense qu'il est important
que la population sache faire un massage cardiaque. Alors, je crois que ce n'est pas très difficile, en tout cas, ce n'est pas trop tard. Et il y a plein d'endroits, plein de manifestations où vous trouverez des secouristes qui pourront vous apprendre ça. On fait cet apprentissage dans les écoles et on espère qu'effectivement, dans un délai le plus court possible, on aura une population qui saura déjà faire ce geste de sauvetage initial. Le deuxième point, et il est très important aussi, c'est que la mise à disposition de défibrillateurs semi-automatiques un peu partout dans les endroits assez peuplés, par exemple les galeries marchandes de supermarchés et autres, sont extrêmement intéressants parce que souvent ils sont associés à des personnels qui sont formés à leur utilisation et ça permet réellement de sauver des vies. Et le problème, effectivement, on est dans une phase un petit peu intermédiaire où ça fait un peu peur. Il y a effectivement, comme l'a dit Michel Simès, il y a beaucoup de choses à faire, il faut ouvrir la boîte, etc. Mais ça vient de plus en plus et on reçoit quand même de plus en plus de gens qui ont été réanimés avec succès après un massage cardiaque, une défibrillation sur un appareil semi-automatique, et c'est des gens qui seraient certainement décédés il y a 10 ans en dehors de toutes ces manœuvres. Donc je pense que c'est important de continuer en ce sens. Oui, et puis surtout n'ayez pas peur, parce que moi j'entends plein de gens qui disent « Oh là là, ça a l'air compliqué cet appareil, parce que c'est... Voilà, il y a des schémas, il y a des schémas, il y a des trucs, c'est ultra simple. Enfin, franchement, il suffit de savoir lire, pas plus. Vous l'ouvrez, tout est marqué, vous posez les électrodes sur l'endroit qui est précisé sur le schéma, et là, vous appuyez sur un bouton, l'appareil fait tout seul. Il ne faut jamais se dire « il faut être médecin pour servir d'un défibrillateur semi-automatique ». Je vous assure que c'est rien du tout. Et que si vous ne le faites pas, la personne peut mourir, alors que si vous le faites, même en pensant que vous allez mal le faire, vous pouvez lui sauver la vie. Donc voilà, il faut vraiment se dire il n'y a personne, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas les secours, j'y vais. Le 2. Oui, bonsoir Michel. Vous me permettrez de vous appeler Michel, puisque vous entrez dans ma vie intime tous les jours de la semaine, depuis plus de 10 ans. Vous allez me sortir une blague, je suis sûr. Mais qu'est-ce que... je voudrais savoir quelle est votre vie intime, parce que c'est ça qui me chagrine un petit peu. J'en étais sûr. Je vous ai tendu la perche, là. Oui, bon, ça aussi, oui, non, merci. Mais en tout cas, merci, je suis flatté d'être chez vous. Pour être plus sérieux, on n'a pas parlé des apnées du sommeil. Et paraît-il que c'est un risque assez important pour les maladies. Je sais être sérieux aussi. Non, mais moi aussi. Oui. Alors, les apnées du sommeil, c'est le fait de s'arrêter de respirer la nuit. Alors, en général, c'est le conjoint qui s'en aperçoit, du moins au début, parce que la personne qui fait une apnée s'arrête de respirer. Bon, alors, si vous dormez, vous n'en rendez pas compte. En revanche, vous vous rendez compte du moment où elle se remet à respirer. Parce que ouais, comme ça. Et là, c'est la panique au lit. Et donc, on a des... Alors, pour le patient qui est en apnée du sommeil, c'est les maux de tête le matin, somnolence dans la journée, ça c'est quand tout va bien, et puis c'est surtout des risques d'hypertension artérielle très importants. Vous confirmez, je pense, mon cher François? Oui, Michel, je confirme, mot à mot, impeccable. Oui, l'apnée du sommeil, bon, enfin, ça se traite un petit peu, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'il y a un appareillage, ça c'est pas très sympathique, mais ça offre un confort pendant la journée qui est absolument, disons, reporté comme étant incroyable. C'est des gens qui étaient avant fatigués toute la journée parce qu'en fait, l'apnée fait que le cerveau devient hypoxique et le malade peut se réveiller 50, 100 fois par nuit. Et donc, en fait, ces nuits ne sont absolument pas réparatrices. Et donc, on est au lit, on croit qu'on dort, en fait, on ne dort pas. L'hypoxie, c'est quand on n'a pas assez d'oxygène. Exact, merci. Non, je suis là pour traduire. C'est un peu compliqué ce que vous avez dit. Il n'y a pas de questions en haut, là, parce que comme je ne vois pas bien, non, ça va en haut, ils dorment? Non, ça ne va pas? Ah, là, ça, alors, attendez, je regarde l'heure. Parce que moi, j'ai un contrat précis. Ah oui. Dans 2 minutes, je suis en hors sup. Alors, je m'arrangerai avec la mutuelle générale, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous propose encore 3 questions. 3 questions. On va commencer par la 5. Oui, je voudrais revenir sur les dissections. Est-ce que lorsqu'une personne a fait une dissection carotidienne, par exemple, et qu'elle fait un sport de contact ou du combat, est-ce que ça risque de provoquer ce même genre d'accident?
Alors, la dissection, c'est dans l'aorte, on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut être dans la carotide. C'est le même principe, hein, en fait. C'est quand le sang passe entre les deux feuillets de la paroi. Donc, dissection d'une carotide qui a été donc réparée, je pense. Est-ce qu'on peut se prendre un coup de pied juste dans la carotide, c'est ça? Non, mais sport de contact en tout genre. Enfin, pas forcément de combat, mais. C'est quoi ce sport de contact? Bah, tout, non. Quel est votre métier, madame? Non, mais... bah, un coup de pied ou un coup de bras, oui, quelque chose. Bref, Ah oui, un truc coup, normal, quoi. Un Ouais. truc... Ok. Non, mais comme au rugby, au hand ou au foot, enfin, n'importe, un sport, quoi. Logique. Non, mais c'est pas... J'essaie de comprendre, c'est tout. On va répondre par M. Rickenbach. Alors, dans ces cas-là, en fait, la dissection de l'artère est liée à un traumatisme. Ça veut dire que si le traumatisme se répète, il est probable que même cause, même effet. Et donc, on peut effectivement, de nouveau, avoir une dissection à ce niveau-là. Oui. Donc, vous déconseillez les sports de contact? Je ne déconseille pas forcément, mais enfin, quelqu'un qui a eu une dissection carotidienne, si je peux me permettre de vous contredire, en la majorité des cas, on ne les opère pas parce que le risque est plus important au bénéfice de la chirurgie, donc on préfère les éviter et donc ils sont suivis médicalement. Et dans ces cas-là, le sport de contact est à contre-indiquer, clairement. D'accord. Donc il est contre-indiqué? En cas de dissection carotidienne, oui. Oui, mais c'est la question. Ouais. Donc, parce qu'au début... Au début, vous dites bah non, pas forcément, et puis après, vous dites en fait, non. Donc voilà, vous arrêtez tout, non. Hein? Le tricot, le sudoku, tout ce que vous voulez, mais pas de sport de contact. La 2. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des aliments qui provoquent l'hypertension, comme le réglisse, par exemple? Oui, alors c'est vrai. Vous rigolez. Est-ce que c'est réversible ou est-ce que c'est... Vous rigolez, mais la réglisse est connue pour entraîner, mais alors il faut en manger un maximum. Hein. Oui pour la réglisse, oui pour le sel, tout bêtement. Le sel provoque de l'hypertension artérielle ou l'aggrave. Et donc, si on veut parler en termes de généralité, on dirait faites surtout attention au sel, parce que la réglisse, franchement, c'est pas souvent. La réglisse, c'est quand il y a des gros accros, des addicts à la réglisse qui peuvent... Oui, mais c'est des réglisses un peu brutes de fonderie. Hein. Les réglisses qu'on peut manger maintenant, elles sont un peu nettoyées de ça. Si vous êtes hypertendu, non? Dans le nord de l'Allemagne, vous mangez beaucoup de réglisse? Vous êtes venu me voir du nord de l'Allemagne, madame? Vous vivez ici? Ah, vous n'êtes pas venu exprès pour me voir? Ah, vous retournez en Allemagne pour acheter du réglisse? Parce qu'il n'y a pas de réglisse ici à Besançon. Non, mais vous êtes accro au réglisse à ce point-là? Et vous avez une hypertension? Ça vous est déjà arrivé de manger de la réglisse et d'avoir une hypertension juste après? Ben, vous avez la réponse. Quoi? Ah, d'autres aliments. Bah oui, bah, le sel est, vous savez, je ne sais pas en Allemagne, mais en France, c'est une catastrophe. Nous, on sale avant de goûter. On sale avant de goûter. Donc, si vous voulez, c'est malheureusement, on est un des pays qui consomme le plus de sel. C'est une folie. Et ça, de ce côté-là, il faut faire attention, bien sûr, quand on est hypertendu, parce que maintenant, il y a plein de condiments, des herbes, etc., qui sont des exhausteurs de goût, sans qu'on passe par le sel. Une dernière question. Vous, je vous ai déjà vu. Donc là, ils me font comme ça, comme si j'avais... On dirait que je suis Patrick Bruel. Il va y avoir des conférences, on va mettre les briquets. Allez, la dernière, la 1. Oui, je voulais revenir sur les facteurs à risque. Parce que pour avoir vécu donc une rééducation cardiaque avec d'autres gens pendant 3 mois, je me suis retrouvé avec des gens finalement qui, à un moment donné, se disaient mais moi je fais pas ça, moi je fais pas ça, moi je mange bien, je fais du sport, et pourtant j'ai eu un infarctus. Et ils nous disaient tous, j'ai un facteur à risque finalement qui n'est pas rassurant pour tout le monde, puisque on n'en a pas parlé ce soir, mais il parlait d'hérédité. Ouais. Et moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, puisque je veux dire finalement, qu'on fume pas, qu'on boive pas,
qu'on ne mange pas, on peut quand même avoir un infarctus, quoi. Absolument, et puis comme vous êtes jeune, et chez les jeunes, il y a effectivement un facteur... Alors, ce soir, on n'en a pas parlé du tout, donc je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose d'avéré, de scientifiquement reconnu, ou est-ce que c'est quelque chose d'inventé, ce truc-là? Non, personne ne l'a inventé, et justement, c'est... vous, les cardiologues, vous faites très attention aux familles dans lesquelles il y a beaucoup d'infarctus, et surtout dans lesquelles les infarctus sont arrivés tôt, les jeunes. La réponse est oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas listé tous les facteurs de risque, on a listé que les plus importants. Le problème familial existe et on considère qu'on a un risque supplémentaire lorsqu'on a des parents très proches qui ont fait un infarctus très tôt. Très tôt, ça veut dire moins de 55 ans pour la mère et moins de 45 ans pour le père. Donc ça veut dire vraiment, ce n'est pas la grand-mère qui fait un infarctus, c'est vraiment des infarctus très précoces. Et ça peut constituer effectivement un facteur de risque qu'on appelle par définition non modifiable, comme le sexe et l'âge, c'est des choses que vous ne pouvez pas vous en défaire. Alors c'est vrai qu'on insiste moins, on préfère parler des facteurs de risque modifiables, puisque par définition on peut jouer dessus. La dernière chose, c'est que bien souvent, on a des familles de coronariens ou des familles vasculaires, comme on dit, des familles qui sont généralement malades des vaisseaux, par le biais d'une hypercholestérolémie familiale. Donc là, on retombe sur le cholestérol. Et c'est un mécanisme un petit peu différent, mais c'est une réalité aussi. Mais bon, c'est vrai que, Michel, la prochaine fois, il faudra mettre les facteurs génétiques. C'est vrai que ça existe et ce monsieur a raison. Monsieur a raison, et heureusement qu'il a posé cette question. Voilà. Nous serions passés à côté. Complètement. Merci, monsieur. Je voudrais remercier de nouveau la ville de Besançon et monsieur le maire de nous avoir aussi bien reçus. Je le remercie de son humour aussi. Merci, parce que c'est pas évident. C'est vrai que je suis léger en général, mais merci beaucoup à la Mutuelle Générale qui nous accompagne depuis tout ce temps, et puis à nos autres partenaires, France Bleu, l'Est Républicain, Alain Flelou et Télé Loisirs. Je voudrais finir juste avec une petite citation de Pierre Dac qui disait « Une crise cardiaque, c'est un coup de pompe funèbre ». Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée.